Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue donc sur notre cycle de conférences dédié à l'innovation. Le mois dernier, donc, on avait eu une première conférence avec l'animateur donc Stéphane Diebold. Aujourd'hui, donc, on fait une nouvelle conférence dédiée donc aux méthodes pédagogiques innovantes aujourd'hui et demain. Essayer d'entrevoir donc ce qu'il est possible, ce qu'il sera possible de faire demain. Est-ce qu'il est possible déjà d'anticiper peut-être. Euh, je vais vous faire donc une très brève présentation du C2RP et ensuite donc, je laisserai la main à Stéphane qui débutera donc sa conférence. Tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité donc de poser des questions. Vous avez à votre droite normalement un onglet questions. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Je fais le relais. En fait, pendant que Stéphane fait sa conférence, moi, je lis vos questions et puis je l'interromps de temps en temps. J'essaye de trouver le moment le plus propice, qui est très bavard. Donc, pour pouvoir lui poser votre question, en tout cas, le but, c'est que vous repartiez avec des réponses. Voilà. Donc, très brièvement, donc, le C2RP, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, donc c'est un groupement d'intérêt public qui est administré par des partenaires sociaux et des acteurs économiques et qui est alternativement donc présidé par l'État et la région. On est également membre du CREFOP et du réseau des CARIFOREF. Nos missions, donc, c'est de collecter l'information. Bien souvent, on est connu pour cela, c'est-à-dire que vous venez déposer votre offre de formation sur le site de façon donc à la rendre publique. On accompagne les acteurs donc de la formation, de l'orientation et de l'emploi sur notre territoire. Ça passe aussi par de l'information, comme aujourd'hui ce cycle de conférences. Et puis, notamment via le réseau des CARIFOREF, on est un observatoire sur la relation emploi-formation. On met en place des cahiers sectoriels, on met en place des études qui sont des outils donc, pour tous les acteurs de notre territoire. Alors, pour préciser un petit peu le contexte de la conférence d'aujourd'hui, le C2RP a donc mené une réflexion sur l'innovation et depuis, je dirais, depuis quelques mois déjà, ça s'est concrétisé par une page web sur notre site donc, qui est dédiée à l'innovation. Vous allez pouvoir trouver des informations pour vous informer, vous inspirer et aussi pour passer l'action. On a également mis en parallèle un cycle de 9 webinaires qui permettent de vulgariser un peu le numérique ou de s'acculturer au numérique. Donc, on aborde aussi bien le langage pédago-numérique, LMS, le blended learning, les neurosciences. Et ça, ce sont un cycle de webinaires de septembre à décembre. Les conférences, donc c'est maintenant. Il y en a une le 23 septembre dernier, il y en a une aujourd'hui et il y en aura une prochaine donc sur le marketing de l'offre avec mon collègue donc Christopher du C2RP. Voilà, donc moi je suis Sylvie Davenel, je sais pas, j'ai oublié de me présenter en disant bonjour, je le fais maintenant. Donc je suis Sylvie Davenel, je suis chef de projet innovation et aussi donc au C2RP, l'équipe qui permet que tout se passe dans les meilleures conditions aujourd'hui dans cette conférence, qui vous envoie des petits rappels et qui assure aussi je dirais la suite de la conférence, c'est l'équipe professionnalisation, pour qui rien ne serait possible aujourd'hui. Et puis voilà, je vais le laisser se présenter. Stéphane Diebold, donc moi je référence comme un agitateur d'idées et créateur de réalité. C'est quelque chose qui lui convient bien. Donc voilà, Stéphane, je vous laisse la parole. C'est à vous. Merci Sylvie. Effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est d'arriver. Donc, on travaille sur tout ce qui est innovation, tout ce qui est pédagogique. C'est vrai qu'il y aura une autre conférence qui sera plus sur l'offre de produits, c'est-à-dire comment je markete les choses de façon à monétiser davantage. Mais pour monétiser quelque chose, encore faut-il avoir quelque chose à monétiser. Et c'est ça le travail, entre autres, de la pédagogie. Peut-être qu'on pourrait démarrer par une petite définition assez simple, mais pour qu'on ait à peu près le même vocabulaire. Qu'est-ce qu'une pédagogie? Une pédagogie, c'est le chemin.
On définit, la formation, c'est assez simple. On se dit, on définit des objectifs pédagogiques qui sont des connaissances, des compétences. On fait une liste. On dit, voilà ce que les gens doivent savoir faire ou doivent connaître. Et donc, à partir de là, la pédagogie, c'est le chemin. C'est-à-dire, une fois que je sais d'où part mon apprenant, c'est comment je le fais arriver petit à petit là où je veux. Toutes les pédagogies sont bonnes à condition de se rapprocher de l'objectif. Voilà. Et plus l'objectif est bien positionné, plus c'est facile d'avoir une pédagogie intéressante. D'accord? Parce qu'on sait si, par exemple, je veux apprendre, par exemple, le vocabulaire dans une langue étrangère, je vais apprendre les 300 mots qu'il faut à peu près la base d'une connaissance minimum d'une langue. 300 mots, je les ai identifiés. À la fin, je peux vérifier si les 300 mots étaient acquis. Voilà. Ça, c'est des éléments simples. Et le chemin, tout est bon, soit en présentiel, en numérique, tout seul, tous ensemble. C'est ça la définition de la pédagogie. Et là où vous avez une carte à jouer, c'est de définir une pédagogie qui vous est propre. Alors, en fonction de vos outils, si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez faire plein de belles choses. Si vous avez moins d'argent, vous pouvez faire encore plus de belles choses. Parce qu'aujourd'hui, l'argent n'est pas le problème. Le problème, justement, c'est d'être capable de réinventer la pédagogie. D'accord. Alors, d'où vient la pédagogie? On sait que la pédagogie traditionnelle vient des années 70, grosso modo, avec la fameuse loi 71, dite loi Delors, où justement, on a dit, il y a celui qui exprime les choses, et puis après, il dit ce qu'il va faire, il le fait, et on vérifie à la fin. C'est ça un peu le grosso modo la pédagogie. Ce modèle-là, qui était très intéressant parce qu'il a permis de massifier les choses, a beaucoup évolué et très critiqué. Il y a deux tendances qui se dégagent qu'il faut tenir compte dans les choix pédagogiques qui sont les vôtres. Tous les choix sont bons et on va voir un peu qu'est-ce qu'un vrai bon choix. Mais au départ, il faut le construire une certaine cohérence pédagogique. Les deux tendances sont assez simples, c'est l'individualisation et l'érotisation. Voilà. Autrement dit, donc je vous ai donné la référence de Freeman. George Freeman, en 1956, a créé un livre, L'émiettement du travail. Donc, il parle de l'émiettement de la formation, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye d'individualiser, qu'on touche chacun pour leur apporter quelque chose qui lui est propre. Ce qui n'est pas de la personnalisation, hein, complètement la même chose, mais ça veut dire qu'en fait, on donne à chacun ce qu'il a apporté. Et aujourd'hui, c'est assez à la mode. On vous dit, on individualise. Alors, individualiser, pourquoi pas, quand on a 10 personnes à former, c'est pas très compliqué, mais quand on a 1000 personnes à former, on a énormément de personnes, c'est compliqué, et dans ces cas-là, c'est là où l'intelligence artificielle permet justement de pousser des contenus et d'automatiser l'individualisation. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une montée en puissance de ce qu'on appelle, je vous donne des mots, si vous voulez des définitions, n'hésitez pas à poser des questions, parce que ça, c'est vachement intéressant, sur le big data, et il va falloir travailler la donnée pour être capable de dire, voilà ce qu'on propose à chacune des personnes. Cette dimension d'individualisation, c'est une construction sociale. Hein, c'est une façon de penser la formation. C'est la façon française de penser la formation. Pas que française, mais française aussi. Et donc, ça veut dire qu'on donne à chacun ce dont il a besoin. La réalité, c'est que personne n'apprend tout seul, quoi. Je veux dire, voilà. Et ça explique bien pourquoi, quand on numérise, la numérisation est apparue en 81, comme je l'ai dit dans la première conférence, c'est-à-dire avec la montée en puissance du personal computer, d'IBM, c'est-à-dire les gens sont tout seuls face à leur machine. Et tout seul face à la machine, moi, ça m'ennuie. Voilà. Moi, en tant qu'apprenant, ça me gonfle. Pourquoi? Parce que je suis un être humain. Et qu'un être humain, s'il n'est pas sociopathe, il a besoin du collectif. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a deux tendances. La première tendance, c'est l'individualisation, favorisée par le numérique, parce que on a des bases de données qui permettent d'individualiser 1000, 10 000, 100 000 personnes. Et deuxième élément, de refaire du collectif, l'érotisation, c'est-à-dire de remettre en société. Et donc, si effectivement, on insiste beaucoup sur la première partie qui consiste à apporter aux personnes ce dont elles ont besoin, et je vais y revenir, la deuxième partie est tout aussi importante avec ce qu'on appelle les communautés apprenantes. Si on individualise trop, l'émiettement fait que les gens perdent une chose très importante, la motivation. Personne ne se motive tout seul. Donc, alors par contre, c'est vrai qu'on peut, quand on individualise, on peut essayer de trouver une façon de créer des produits scalables. C'est un terme que j'avais déjà exploré la dernière fois. C'est-à-dire qu'en fait, on vous donne 3-4 vidéos, suivant votre niveau, votre réaction, votre engagement, on vous oriente en fonction de la vidéo suivante. Et si je sens que vous n'êtes pas au niveau, alors je fais une autre boucle, je vous propose de faire un peu plus long, et donc petit à petit, je vous ramène sur le nouveau parcours, puisqu'on a vu que le chemin, à la fin, il fallait se rapprocher des objectifs. Ça, c'est un peu les deux grandes tendances où à un moment, si moi je travaille avec trop de monde, je dois les regrouper, donc faire des communautés apprenantes comme on dit, mais ça peut être aussi quand on fait des vidéos qui sont, par définition, les vidéos sont un peu classiques, ce qui est quand même le format le plus utilisé dans tout ce qui est plateforme LMS, dans tous les MOOC, les choses comme ça, c'est à peu près le modèle de base.
parce que c'est pratique une fois qu'on l'a fait, on est calé. Dans ces cas-là, on s'aperçoit que c'est difficile de poser des questions. Soit je crée des chats, des choses comme ça pour redynamiser, soit je crée au milieu de tout ça des classes virtuelles pour dire on va redynamiser tout ça et là, on va parler pour de vrai ensemble, même à distance. Voilà. Et donc, ça veut dire tout le travail de la pédagogie, c'est d'être capable de capter l'attention et d'être capable de tirer le fil pour se dire je garde l'attention jusqu'au bout. Et comment je vois? Grâce au numérique, c'est assez pratique. C'est-à-dire, si les gens ne répondent pas, si vous ne me posez pas de questions, c'est que soit que vous êtes parti, soit que ça vous ennuie. Si vous déconnectez, que vous décrochez, je sais qu'à un moment, je n'ai pas répondu à vos attentes. Et donc, ça veut dire que quand je vois les indicateurs modestes que vous avez, mais que je peux picorer à droite à gauche, dans ces cas, je peux retravailler dessus en disant c'est que je n'ai pas été assez percutant, je suis passé à côté de quelque chose. Donc, si on devait refaire la même formation derrière, la même conférence, je vais changer quelque chose pour accrocher avec vos demandes. D'accord? C'est ça qui est intéressant. Et ça nécessite de faire une chose nouvelle, c'est d'interroger les apprenants. Et ça tombe bien, parce que les apprenants, ceux qui veulent, c'est ce qu'on appelle le seul ensemble. Ils veulent participer à une aventure collective, mais ils veulent garder leur autonomie, c'est-à-dire choisir leur rythme, etc. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, ils sont évanescents. Comme tout être humain, on a du mal à les calibrer. Ils sont évanescents. Et donc, à partir de là, grâce au numérique, je vais pouvoir les interroger. On va leur demander des smileys, on va leur faire des sondages, on va leur faire… Et je vais calculer mon taux d'engagement. Donc, ça veut dire que quand vous êtes sur Teams, vous préparez une série de quiz. Ça permet de les relancer, de voir ce qui marche pas, leur demander leur happy face, mettez des icônes, voilà, ils sont contents, pas contents. Et ça permet de vous d'avoir des stats qui sont intéressantes. À condition, bien sûr, d'en faire quelque chose. Vous avez pu voir qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité des statistiques, on s'en fiche. C'est-à-dire que dans une entreprise, on a les 2/3 de data, donc d'informations qui sont produites, qui servent strictement à rien. En formation, ça veut dire quand je fais des zooms. Bon, donc des zooms, j'ai de l'information. Si j'enregistre le zoom, qu'est-ce que je fais de l'enregistrement? Si je vois les gens est-ce qu'ils mettent la caméra, est-ce qu'ils mettent pas est-ce qu'ils mettent la vidéo, est-ce que je peux les voir, est-ce que je peux pas les voir, est-ce qu'ils interagissent? Toutes ces données-là, quand je fais une formation, à la fin, ça me sert à quoi? Si là, en général, la réponse, c'est à rien. Souvent, s'il se passe quelque chose de pas très bien, je peux réagir. Et dans ces cas-là, je me dis, je peux suivre à nouveau la conférence si je suis le superviseur pour dire, voilà, je regarde qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment ça a bugué. Et dans ces cas, j'ai la vision. Mais sous cette réserve-là, qu'est-ce que je fais de la donnée? Qu'est-ce que je fais du fait qu'il y ait des éclats de rire, qu'il y ait des gens qui disent des trucs sympas? Qu'est-ce que je fais quand j'analyse les mots qui sont donnés? Dans ces mots-là, est-ce que les mots sont ceux que je devais leur faire apprendre? Autrement dit, quand on s'amuse ensemble, au début, l'amusement se fait à un niveau 1, mais finalement, petit à petit, je me rapproche de mes objectifs pédagogiques. Tout ceci, avec un bon logiciel, vous êtes capable de le calculer. Et donc, ça veut dire à ce moment-là, est-ce que je mets en place des outils de contrôle? Aujourd'hui, ils n'y sont pas. Alors, quand on est une grande entreprise, donc, dans ces cas-là, on s'interroge. Et si vous leur dites, moi, je suis prêt à ouvrir ça, je suis prêt à faire quelque chose avec tout ce que je produis, dans ces cas-là, vous devez y réfléchir avant, et ça s'appelle la pédagogie. La pédagogie se différencie de l'animation. L'animation, c'est quand l'animateur donne vie à la pédagogie. Si je lui dis, là, tu poses une question, tu fais un quiz, tu fais des choses comme ça, c'est l'animateur qui apporte ça avec des nouvelles compétences d'animation. C'est très, très intéressant de voir les nouvelles compétences des animateurs. Et si, effectivement, l'histoire est mal écrite, on a intérêt d'avoir un bon animateur. Donc, il y a des gens qui sont dans l'impro, il y a des gens qui sont avec des contenus qui sont médiocres, dans ces cas-là, parce que la pédagogie n'a pas fait son boulot, et donc c'est eux qui doivent redonner vie, animer les contenus qui ne sont pas bons. L'idéal, bien sûr, vous le sentez, c'est de dire la pédagogie et l'animation marchent de pair et ça permet d'avoir une spécificité du produit de formation. Et les gens se disent c'était génial, il s'est passé quelque chose de fort. Dans ce cadre important, pourquoi je dis c'était génial? Pour une raison aussi importante, c'est qu'il y a une montée en puissance de l'émotion. Les gens ne veulent pas s'embêter. Et quand je dis les gens, ce sont les apprenants. Et ça, c'est une donnée qui est nouvelle. Alors, vous avez pu le lire, ça veut dire comment je capte l'attention des gens, premier élément, et après, comment est-ce que je fais en sorte de ne pas lâcher cette attention, premier élément, mais comment à un certain moment, si j'ai 7 heures d'affilée, je ne vais pas garder l'attention au maximum, sinon il va y avoir un burn-out attentionnel. Au bout d'un moment, à la fin, il ne m'écoute plus. Donc, à comment je casse mes rythmes de pédagogie, je dis des choses, je vous laisse la main, on fonctionne comme ça. Et donc, tout ça, ça s'écrit. On fait des exercices, on fait des Word Café, on fait des choses comme ça, tout est bon. Mais comment vous écrivez votre histoire avec le fait de dire, est-ce qu'à la fin de votre histoire, vous vous rapprochez pour de vrai de vos objectifs pédagogiques?
Après, vous dites, moi j'aime bien, je vais vous présenter des supports, hein, on va rentrer plus en plus dans le détail, mais sur les supports, vous dites ça j'adore, quelqu'un qui dira moi j'aime pas, prenez un autre support, tout est bon. Ça, c'est le premier élément. Donc, ça veut dire que cette dimension pédagogique est intéressante parce que c'est la montée en puissance de quelque chose de nouveau, c'est l'apprenant. Au XXe siècle, l'apprenant, c'était un sous-produit de l'expert. Aujourd'hui, l'expert est un sous-produit de l'apprenant. XXe siècle, le siècle de l'expert, XXIe siècle, le siècle de l'apprenant. Et ça, c'est énorme. Parce que grosso modo, comme on est toujours dans le XXe siècle, même si depuis 2020, on a basculé, mais c'est encore très récent, dans ces cas-là, on ne connaît pas les apprenants. Et ce qu'on va dire là sur la pédagogie, on se le dit entre nous parce qu'on a de l'expérience, qu'on connaît un peu le job, mais grosso modo, est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'outil d'analyse de l'apprenant. Et donc, il va falloir, et quand on parle de l'avenir, mettre en place des outils d'analyse, ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire que de dire à l'apprenant, comment est-ce que tu apprends? Et si je vous demande, vous, en tant qu'apprenant, comment vous apprenez, franchement, il faut être un peu narcissique pour s'interroger comment je fonctionne depuis tout petit, etc. Et puis même, la réalité, c'est que si je vous le demande, vous allez le dire avec sincérité, en supposant que vous ayez une sincérité dessus. En général, la majeure partie n'en savent rien. Est-ce que vous êtes compulsif quand vous apprenez tout en bloc, soit juste la veille, soit très, très en amont? Est-ce que vous êtes linéaire? Est-ce que vous êtes plutôt du soir, plutôt du matin? Comment vous apprenez? Est-ce que vous apprenez à plusieurs, à seul, etc. Quelles sont vos facilités d'apprentissage sur de l'écrit, sur de l'audio? Voilà, tous ces éléments-là, en général, on ne les connaît pas. Et ça tombe bien parce qu'à un certain moment, je ne peux pas vous demander, vous, comment vous fonctionnez, mais je vais, moi, grâce à la data, être capable de l'analyser. Autrement dit, dans la pédagogie, avant de rentrer dans le cœur de la pédagogie du déroulé, ce qui est intéressant, c'est que la data va permettre de mieux connaître l'apprenant qui ne se connaît lui-même. C'est génial comme truc. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire, parce que ce n'est pas non plus une révolution, enfin c'est une révolution pour la formation, mais c'est des outils qu'on connaît très bien, c'est exactement ce qu'on fait avec les clients. On est capable de connaître les clients, sauf que les apprenants, on s'en tapait un peu, donc finalement, on passe à côté. Demain, on va se dire, le client, l'apprenant devient mon client. C'est là l'apprenant roi. Et donc, on va mettre des outils d'analyse, ce qu'on appelle avec tout ce qu'on appelle le CRM, qu'on appelle aujourd'hui l'Employer Relationship Management. Tout ce qui marchait pour un client, il y a moins d'apprenants que de clients, donc finalement, ça marche mieux. Mais ça veut dire que moi, derrière, ça va me donner une visibilité extraordinaire. Ça va me permettre d'arrêter de faire des formations en blind test. C'est-à-dire que je fais des formations que je trouve bien, parce que c'est moi qui les fais. Et puis après, finalement, je les balance en disant, elles sont bien parce que c'est moi qui m'auto-évalue au début. Et puis après, je leur dis, vous êtes contents à la fin? Et bien géré, les gens ne sont plutôt pas mécontents à la fin. Mais est-ce qu'ils ont vraiment appris? Est-ce qu'ils ont vraiment participé? Et donc, tous ces éléments-là, on peut l'avoir. On a la data, il reste après, puisqu'on est sur la prospective, là, il reste à se dire comment est-ce qu'on manage la data. C'est-à-dire, qui va gouverner la data? Et c'est là où ça pose des problèmes. Si vous êtes dans les entreprises, vous apercevez bien que dans les entreprises, vous dites, si mon chef me connaît mieux que je me connais moi-même, ça m'embête un peu quand même. Parce que s'il voit que je suis un peu un margoulin, il va s'apercevoir que je ne suis pas un gros travailleur, par exemple. Ou même si je suis un gros travailleur, je me dis, il va me demander plus parce que c'est ça un chef, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il y a une société de la défiance. Et cette société de la défiance fait qu'ils ont raison, parce que la ligne hiérarchique n'est pas plus honnête que malhonnête. Simplement, au bout d'un moment, l'idée, c'est comment est-ce qu'on gère ça? Et donc, il y a plein d'outils possibles. C'est pour ça que j'ouvre un peu ces perspectives en entrée. C'est le fait de dire le quantify self, c'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, je peux vous donner vos données à vous et on ne remonte pas les données, sauf si elles sont anonymisées. Et donc, ça me permet, moi, de me connaître. Je ne sais pas comment j'apprends, mais ça veut dire qu'ils vont pousser des contenus qui me correspondent, parce qu'on a plein de contenus, on a des banques de données qui existent de partout, et ils vont pousser des contenus en fonction de ce dont j'ai besoin. Et ils vont savoir si mes contenus sont bons. Voilà. Donc ça, c'est des choses assez intéressantes et assez nouvelles, et il n'y a que le numérique qui peut faire ça. En présentiel, on ne peut pas faire ça. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on peut massifier des apprentissages qui sont au plus près des attentes, et on arrête avec plein de trucs qui ne servent à rien, mais finalement, quand on est en blind test, on dit si ça sert, ça assure la cohérence du truc. Est-ce que j'en sais quelque chose? Oui, non, parfois. D'accord? Donc, le numérique, ça va être l'avenir quand on va investir dedans. Je sais que ça pose plein de questions qui sont avec les partenaires sociaux, c'est complètement légitime, sauf qu'en fait, on y va. Voilà. Et à un moment, ceux qui iront seront plus efficaces. Et ça pose la vraie question de la gouvernance des data. Et ça, en général, il faut une co-gouvernance ou une transparence sur la gouvernance et sur l'algorithme. Les algorithmes sont ouverts, donc on sait comment est-ce qu'on sélectionne. Et donc ça, c'est des choses qu'on va mettre en place, qu'on commence à mettre en place dans les entreprises, mais il y a beaucoup de freins avec les partenaires sociaux. Et puis, d'ici 2-3 ans, c'est des choses qui vont s'expérimenter fortement. Voilà. Donc ça, c'est la partie, voilà vers quoi on tend.
Si on revient, donc s'il y a des questions dessus, puisqu'il y avait de la prospective avec la data, et dans ces cas, je veux bien répondre aux questions, si Sylvie a une question ou non, sinon… Pas de questions pour l'instant. Alors, soit ça veut dire que tout le monde est en train de digérer, ce qui n'est pas le meilleur signe pour moi, soit ça veut dire que c'était beau, que vous êtes en train de prendre sur vous tellement c'était fort. N'hésitez pas à n'importe quel moment. Je vous rassure Stéphane, l'une des dernières interventions, c'est de dire, excusez-moi, je vais devoir vous quitter, mais c'est passionnant, est-ce qu'il y aura un replay? Donc, c'est passionnant. Et gros, voilà. Donc ça va. Merci à tout le monde, en tout cas. C'est sympa. Encore quelques éléments un peu de réflexion, puis on va rentrer dans les outils, qui est aussi le fait de dire, je vous donne des outils qui sont assez simples, assez pratiques, que vous pouvez utiliser dans vos écosystèmes. Le premier élément, c'est celui de… je l'avais mis dans quel ordre, c'est ça, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est celui des pots de confiture. Hein. On va démarrer plutôt par H. Salomon Asch avait fait une enquête qui est tout le temps reprise par tous les éléments. Il avait fait un test assez sympa dans les années 50, et c'était le fait de dire, on met une vidéo qui dit quelque chose, on fait venir une personne, il regarde la vidéo comme tout le monde, et à la fin on dit, qu'est-ce qu'a dit la personne? Et il y a quelqu'un qui lève la main en disant, voilà ce qu'il a dit. Et la personne répond quelque chose de faux. Voilà. Donc en fait, il répond une bêtise. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, tout le groupe va voir comment réagit la personne témoin. Est-ce qu'il se rallie au groupe, ou est-ce que finalement il dit non, mais de toute façon c'était une bêtise, je le savais puisque je l'ai vu la vidéo. Et bien 75% des gens disent à la fin la même chose que le groupe. C'est génial ça comme truc. C'est-à-dire que la personne sait que c'est nul, mais je la joue collectif. Voilà. Donc ça c'est très important parce que ça montre quelque chose de fort et ce qui montre bien que l'individualisation ne peut pas marcher, c'est que moi j'ai besoin des autres et je préfère me dire, on s'en tape un peu ce que je pense, je préfère rester dans le collectif, j'ai besoin d'une aventure humaine. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on fait des groupes et des sous-groupes pour créer ces dynamiques de groupe. Mais ça veut dire qu'on montre bien que la personne est prête à nier son individualité, qui n'est pas si importante que ça, pour se dire le plus important, c'est de la jouer collectif. C'est ce qu'on retrouve sur Pepsi et Coca, quand on dit les gens, quand ils sont blind test, préfèrent Pepsi. Quand ils regardent la marque, ils disent Coca, c'est mieux, ça n'a rien à voir. Parce qu'ils se disent que tout le monde a préféré Coca, parce que Coca, c'est plus classe quand même que Pepsi, et donc tout le monde choisit ce que le commun choisit. Autrement dit, il n'y a pas un besoin d'individualisation, il n'y a pas des gens qui disent « moi, je suis un aventurier, je pars tout seul dans ma tête ». Ces gens-là, on les estime à 10% dans une population. Donc, grosso modo, ce que veulent les gens, c'est faire comme tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième, donc ça, c'est important, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin de s'exciter sur l'individualisation. Deuxième élément, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est l'histoire des pots de confiture. Les pots de confiture, c'est Liengar qui avait, en 2010, je crois, qui avait mis en évidence la fable des pots de confiture parce qu'elle a testé sur une épicerie fine. Et donc, en fait, il mettait énormément de pots de confiture. Et plus il mettait de pots de confiture, moins les gens en achetaient. Alors qu'en principe, on se dit, bah, les gens vont retrouver leur bonheur parce qu'il y a toujours le petit truc qui est un peu sympa, une épice, des choses un peu mélangées. Non, plus il y a de confiture, moins ils achètent. Et le taux de confiture qui amène le plus d'achats, c'est quand on arrive à 3. Et donc, dans le retail, s'il y en a qui sont dans le retail, dans les gens qui nous écoutent, on sait très bien que ce chiffre de 3 n'est pas neutre. Hein, c'est pourquoi vous mettez 3 étagères, parce qu'en fait, vous organisez autour de 3. Et pourquoi vous faites 3? Parce qu'en fait, ça veut dire que la personne qui va acheter, elle ne va pas se prendre la tête pour faire des analyses comparatives. Ça veut dire qu'elle s'est dit, quand il y en a trop, ça me fait du boulot, j'arrête. Donc, ce que je veux, moi, ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir consommer de ce que vous me proposez, c'est que vous ayez fait l'effort de me le proposer proprement. C'est-à-dire que vous avez fait une sélection. Si moi, je vous donne, vous avez pu voir puisque j'avais parlé sur la FEN, donc j'ai quelque chose qui est apparu, donc ça, très bien. La FEN a monté les gratuitiels toutes les images qu'on peut utiliser gratuitement. C'est important parce que sinon, on paye entre 15 000 et 45 000 euros donc, par image. Hein. Donc, ça fait un petit quelque chose. Donc, ça veut dire que j'en ai mis 20. Mais si j'avais mis 20, les gens auraient dit c'est pénible. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils vont regarder les 2-3 premiers pour dire j'essaye, puis on avance. Donc, j'ai démarré en disant voilà ce que je préfère. Je démarre par les 2-3 premiers. Et ceux qui n'ont rien à faire dans leur vie, qui redescendent sur le truc, dans ces cas-là, ils peuvent aller plus loin. Mais je présente juste les premiers. C'est-à-dire que je sais que les 3 premiers sont ceux qui vont être regardés. On sait qu'une page Google, vous ne regardez à 90-95% que la première page. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire si vous n'y êtes pas, personne ne vous regarde.
C'est-à-dire que vous n'avez pas été utiliser Google pour assurer votre promotion. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'entreprise, ce qu'on demande, c'est que le responsable de formation fasse son choix. C'est-à-dire, si on choisit un organisme de formation, ben, est-ce qu'il est bon? On s'en fiche. Il a été choisi. Mais quand vous avez un formateur, de la même façon, le formateur va devoir faire des choix. Il y a plein de théories possibles. On s'en fiche. Laquelle il choisit et lui, qu'est-ce qu'il nous propose comme outil pédagogique. Voilà. Et même s'il y a plein d'autres choses, ce n'est pas la peine d'en donner plein. Les gens s'en fichent. Donnez-moi ce que vous avez et ce que vous pensez être bien. Et vous mettez un choix, une alternative. Mais si vous dépassez les trois, vous devenez pénible. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que ce n'est pas la peine d'être une encyclopédie. Vous embêtez tout le monde et en plus, vous bossez pour rien. Donc, voilà. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Et donc, le troisième point, parce que j'aime bien, c'est l'effet Pygmalion que certains connaissent. Hein. J'aime bien parce que c'est Jeanne Elliott, qui a fait des années 70. Elle avait fait un test dans l'éducation nationale et elle avait calculé que, alors c'était une école de garçons, que les garçons qui ont les yeux bleus sont plus intelligents que les garçons qui n'ont pas les yeux bleus. Alors, je trouve que l'analyse est assez intelligente, assez intéressante, un peu fine d'ailleurs. Et donc, ça veut dire, et elle dit ça, donc avec l'autorité de la maîtresse, les années 70, il y a encore beaucoup d'autorité, donc ça veut dire qu'elle dit ça comme ça. Et donc, au final, on fait un test du QI en fin d'année. D'abord, on teste sur les dictées. Et quand le même test est fait avec un test du QI, dans ces cas-là, on s'aperçoit que les gens sont effectivement à un QI plus élevé. Bon, moi, je suis assez d'accord que les garçons aux yeux bleus sont un peu plus fins que les autres. Je dis ça, je dis rien, mais voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est assez intéressant parce qu'au départ, donc elle a fait la même expérience, mais là, c'était plus contesté comme chiffre avec les yeux marrons. Bon, il s'avère que c'est arrivé à peu près au même résultat, mais bon, à creuser, hein, il faut voir les développements. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne est en autorité, dans ces cas-là, et qu'elle dit voilà ce qu'il faut faire, voilà comment je vous vois, eh bien, les gens se voient à travers vous. C'est l'effet Pygmalion. Autrement dit, si vous pensez que vous avez affaire à des cruches, les gens vont devenir cruches. Si vous pensez que ce sont des gens qui partent de loin, mais c'est génial ce qu'ils font, et que vous avez cette empathie, cette envie d'aller avec eux des années quelque part, cette envie-là, ils le sentent. Et ils seront ce que vous voulez qu'ils soient. D'accord? Pas mentalement, pas avec les mots, mais avec la posture et l'autorité que vous avez. C'est là toute la place de l'émotion. L'émotion, ce qui est intéressant dans l'émotion, pourquoi est-ce que vous faites des formations? Pourquoi est-ce que cette conférence-là, je ne l'écris pas, je ne vous envoie pas un PDF? Bah parce que tout simplement, le PDF n'est pas incarné. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes ici? Vous voyez quelqu'un qui gigote dans tous les sens, que vous voyez ses mains qui avancent comme ça. C'est ça que vous voulez. Quelqu'un qui va choisir une thématique qui va vous donner de la vie. Animer, c'est donner de la vie, donner de la saveur au savoir. Voilà. Et ça, vous ne l'avez pas sur les supports morts. Donc, à nous de savoir animer. Et cette animation, si elle est bienveillante, vous avez une réaction, c'est que les gens se portent sur votre bienveillance. C'est ce qu'on appelle les effets miroirs, hein, les neurones miroirs. Hein. Et donc, les neurones miroirs, ce sont quand vous regardez avec bienveillance quelqu'un, il se sent soutenu. Et dans ces cas-là, il va aller loin. Inversement, si vous pensez que c'est une cruche, il va se comporter comme une cruche. Et Dieu qui peuvent être cruches des fois. Voilà. Et donc, ça veut dire que, comme vous le voyez, donc ça veut dire que c'est important d'avoir ces façons de penser les choses. Hein, qui sont scientifiques et qui ne sont pas forcément neuroscientifiques. Hein, les neurosciences sont intéressantes, mais elles ne sont pas plus que ça. En général, ils redisent souvent la même chose que les autres, mais simplement, ils avancent. Les neurones miroirs ont été une grosse avancée, mais en dehors des neurones miroirs, les théories de l'esprit sont une grosse avancée. La montée en puissance des émotions réinvestissent. Donc, je vous invite à lire Damasio. Dans ces cas-là, il a fait un bouquin de vulgarisme, enfin, où il synthétise toutes ces théories, qui est sorti cette année. Donc, je ne me rappelle plus du titre, donc si vous tapez Damasio cette année, vous avez une petite synthèse, ça vous évite de lire tous ces bouquins. Donc, chaque fois que vous avez des synthèses, profitez-en. D'accord? Donc voilà, toutes ces dimensions-là font que finalement, c'est là où on vous dit il faut raconter une histoire. C'est-à-dire qu'il faut réincarner l'histoire. Vous savez que vous avez checké tous les éléments, compétences, connaissances que vous voulez avoir. Maintenant, quelle histoire vous allez raconter? Et posez-vous la question, est-ce que la formation me ferait vibrer? Et si vous dites oui, et que vous êtes l'animateur, vous allez voir que même si la formation est un peu médiocre, si vous excitez tout seul sur une formation, les gens vous suivent. Hein, c'est Mathieu Ricard qui disait « le messager est le message ». Autrement dit, quand je dis quelque chose, les gens ne se disent pas est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, mais est-ce que vous avez vos micro-signaux qui font que ce soit vrai? Et si vous avez ça, alors les gens vous suivent. Parce que vous savez que la confiance, vous savez que l'authenticité, la sympathie viennent des micro-signaux que vous envoyez. Et donc, forcément, quand vous êtes animateur, vous êtes un catalyseur de micro-signaux. C'est-à-dire vous envoyez vos micro-signaux et vous décryptez à l'inverse les micro-signaux des autres. C'est ça le talent. Donc, ça veut dire que c'est intéressant comme outil.
Donc, si vous avez des questions, bien volontiers, j'y réponds. Alors, je vais me permettre voilà, de poser une question, alors qui est plus en rapport avec, je dirais, le sujet précédent sur la data. Et Nancy donc pose la question, avez-vous un exemple de mise en place de data dans un centre de formation? Dans un centre de formation, non, parce que tout ce qui est data, c'est plutôt le marketing où il faut aller chercher des retours d'expérience. Mais dans un call center, alors dans la data, c'est quand elle est traitée, donc pour les 1/3 de la data qui est traitée dans l'entreprise, vous voyez bien qu'il y a 2/3 qui ne servent à rien pour l'instant, mais qui ont un potentiel gigantesque. En général, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des analyses factorielles. C'est-à-dire, on se dit, avec les résultats qu'on a obtenus, quand on a big data, donc plein de données, comment est-ce que je peux expliquer ce résultat? Voilà. Et donc, cette analyse factorielle, c'est ce qu'on appelle les prédictions. Et donc, ça permet de calculer des choses un peu classiques, sauf que, donc ça, c'est ce qu'on appelle les prévisions, pardon. Et les prédictions, c'est quand on se dit, on met ça de côté, on reprend l'analyse factorielle et on se dit, en dehors des résultats, quel serait le potentiel de réussite? Et donc, dans ces cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui n'a pas été fait? Et donc là, la machine tourne toute seule à vide, sans les liens de causalité qui nous embêtent, c'est-à-dire qui nous font raisonner toujours sur le même schéma. Et donc, à ce moment-là, ils vous font des propositions. Eh bien, dans les call centers qui ont mis en œuvre ça, donc du côté marketing, etc., bah, en général, alors comme on n'est pas trop sûr de la machine pour l'instant, vous avez vu qu'il y a quand même des écarts hein, sur le learning machine, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ils font des propositions pour, par exemple, les entretiens professionnels, etc. Ils font des propositions aux personnes en fonction de toutes les données qu'ils collectent. Les managers le proposent s'ils le veulent ou s'ils ne le veulent pas, bah, ils ne le font pas. Mais en tout cas, la machine propose aux managers des solutions auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé. Le taux de réussite, 95% de gens qui disent on est très, très content. Il y a au moins un trait. Hein, donc, très content du résultat. Sachant qu'il y a, pour l'instant, on est dans l'expérimentation, mais ça veut dire que ça leur évite un boulot gigantesque. Et la machine est assez puissante pour voir des choses que l'homme ne voit pas. Voilà. Donc, c'est ça l'avantage de la data, c'est que l'homme ne voit pas tout. Et puis, en plus, ça permet de proposer des choses qui sont calibrées avec une certaine intelligence qui est beaucoup plus forte que l'intelligence de la machine, que de l'homme. L'homme a tendance, surtout en entreprise, à raisonner sur ses routines. Un ouvrier va devenir ouvrier spécialisé, donc j'ai un schéma plus ou moins cohérent dans ma tête, donc je sais qu'il y a un suivi. Si la machine dit pourquoi il ne ferait pas pâtissier? Et là, dans ces cas-là, déjà, moi, je ne connais pas trop la pâtisserie. C'est vrai qu'il y a un gros créneau dans la pâtisserie pour plein de raisons. La France est bien positionnée dans le monde, donc si la personne suivante… Voilà. Et petit à petit, voilà des choses auxquelles je ne connais pas. Et la machine me propose et m'explique pourquoi elle me le propose. Voilà. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Des covariances. Elle prend les variations de tous les paramètres, elle mélange ça avec toutes les données qu'elle a sur Internet et elle arrive à des résultats. Donc, ça se calibre, ça se protège, bien sûr. Mais voilà ce que la data fait. De la prévision, beaucoup plus riche. Et de la prévision, c'est quand je projette mon passé. Et de la prédiction, c'est quand je pars d'un potentiel. C'est-à-dire, je laisse de côté le passé, ça me permet juste de comprendre. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, je fais matcher les deux. Aujourd'hui, sur la prédiction, on garde l'homme au milieu. C'est pour ça que ça a des taux très importants. Mais c'est des choses assez extraordinaires parce que de plus en plus, ça a des algorithmes, il faut que ça tourne. Et c'est en faisant tourner les algorithmes qu'on peut arriver. L'orientation des enfants, bah, pourquoi pas la donner à la machine? Non pas pour les orienter obligatoirement, sinon c'est un peu complexe, surtout si la machine dérape, mais pour vous dire, voilà votre enfant, voilà ce qu'il sait faire, voilà ce qui est bien. Et ça, il le calcule avec tout simplement, vous mettez un bracelet non pas électronique, ça fait trop, trop prison, mais vous mettez un bracelet pour avoir ses rythmes cardiaques, la machine connaît mieux votre enfant que vous. Déjà, vous savez où il est déjà. Déjà, pour vous, c'est déjà, enfin, je dis ça, je dis rien, mais ça veut dire que la machine va mieux le connaître parce qu'il va connaître tous ses plaisirs. C'est-à-dire, ça, quand on dit, est-ce qu'il est content de ce qu'il fait là? Ben là, je ne pose pas la question, j'ai son rythme cardiaque. Donc, je suis capable de connaître son rythme cardiaque normal et être capable de dire là, il kiffe. Ou là, il me dit qu'il kiffe, mais en fait, c'est juste pour me faire kiffer moi, quoi. Et tout ça, je l'ai. Là, il n'est pas bien. Et donc, la machine est capable de faire… Vous avez Agora Coach, qui est un système d'intelligence artificielle qui discute, qui est un coach numérique. C'est-à-dire complètement une machine qui parle avec vous. Eh bien, les résultats déjà… donc, vous pouvez je crois que c'est Agora Coach, c'est Agora, mais donc c'est une start-up française qui vient de démarrer. Dans ces cas-là, Agora Care. Donc, allez sur Agora Care, vous pouvez le tester, et donc petit à petit, la machine va tourner, et donc c'est considéré comme un outil très intéressant. La France, c'est très bien les agents conversationnels.
On n'est pas bon sur tout, loin s'en faut, mais sur les agents conversationnels, on n'est pas mauvais. Et donc, on peut avoir un coach 24 heures sur 24. Quand je rentre de boîte, je suis crevé, je suis dépressif, ben, le coach va me remonter. Et est-ce qu'il sait comment je fonctionne? Ben, je mets un petit bracelet. Ça peut être un outil sur le doigt ou pour avoir le rythme cardiaque ou des choses comme ça. Et dans ces cas-là, avec toutes les données qu'il a, il est capable de dire, là, il m'a remonté le moral. Là où moi, je suis un peu moins… Mais finalement, je m'aperçois qu'il a raison. Et la machine est plus vraie que l'homme parce que l'homme se ment à lui-même. On sait tous qu'on se raconte des histoires tout le temps. Mais, et la machine, elle, comme elle n'est pas très intelligente, elle prend les faits puis elle les aligne. Dans ces cas-là, ça pose plein de questions. Mais en tout cas, il est plus au courant de moi que moi-même. Hein, voilà, pour donner un exemple qu'on retrouve beaucoup sur le marketing. Voilà. Donc aujourd'hui, comme ça coûte un peu cher, les gens préfèrent ne pas trop en parler, mais il y a des résultats très intéressants. Vous avez Sortez vos datas du frigo, qui est un bouquin qui est sorti d'un homme de marketing qui explique ça très bien. Une autre question? Pas d'autres questions, Stéphane, pour l'instant. Eh bien, alors, comment dirais-je, autant y aller. Poursuivons. Donc, alors, il y a deux éléments. Il y a deux éléments qui changent. Premier élément, c'est faire de la veille et d'être capable de connaître ses contenus. Vous entendez tous parler du fact-checking, parce que c'est utilisé en politique souvent. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vérifient ce que vous leur dites. Voilà. Donc, ça veut dire quand vous dites un truc qui est vrai, est-ce que c'est vrai pour de vrai? Ben, eux, ils le vérifient. Ils ont l'information peut-être avant vous. Et si vous ne prenez pas la peine de vérifier vos contenus constamment, ça veut dire qu'en fait, vous êtes dépassé. Donc déjà, premier élément, dans la pédagogie, il faut se dire de quoi j'ai parlé à l'intérieur. Quelles sont les choses qui montent en puissance? On parle, par exemple, aujourd'hui des soft skills, puisqu'on parlait justement du rythme cardiaque, etc. Les soft skills et la gestion du stress. Donc, en général, c'est pour déstresser, hein, souvent. Donc, vous apprenez, toutes les techniques sont bonnes, vous avez plein de techniques pour y arriver, des techniques scientifiquement prouvées, hein, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein d'études parce que le sujet est très rentable, donc beaucoup de centres de recherche, beaucoup américains qui travaillent dessus. Dans ces cas-là, quand vous utilisez la méthode, est-ce que ça marche? En général, les formations, c'est 2 jours. 2 jours, gestion du stress. Vous leur dites qu'il ne faut pas stresser, grosso modo. Vous leur donnez une technique. Ils respirent par le ventre, ou déjà ils respirent, c'est déjà bien. Ils respirent par le ventre. Est-ce que ça marche? Vous dites oui, ça marche. Ils avaient l'air déstressés à la fin. Mais est-ce que c'est utile par rapport à la suite? Est-ce qu'ils ont bien compris comment ça fonctionnait? Ben, en fait, vous n'en savez rien, quoi. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande ça a bien marché. Et en général, la personne qui travaille sur sa respiration peut dire oui, en général, si c'est une bonne ambiance, etc., mettez 3 bougies pour faire un peu asiatique, dans ces cas-là, et ça fait bien. Mais ça veut dire, est-ce que c'est pour de vrai? Quel est votre retour? Et donc, on n'en sait rien. Et donc, Urgo a un système qui est assez facile. Vous mettez ces 20 €, vous mettez, donc pour connaître le rythme des gens, vous mettez, c'est sur un doigt, hein, comme ça, vous mettez ça sur votre doigt, et vous avez votre rythme cardiaque. Et donc, ça vous permet, et donc vous stockez vous-même vos données, et donc vous apercevez que ce qu'on appelle des biofeedbacks, la personne, vous lui apprenez à respirer, vous lui apprenez à être en méditation. Quelles que soient les techniques de méditation, elles sont toutes très bonnes. Prenez une technique de méditation impeccable, donc la personne est heureuse. Est-ce qu'elle l'est? Vous lui donnez le Urgo, 20 €, enfin vous lui donnez, bien sûr, vous le facturez, hein, bien sûr, hein, si vous êtes organisme de formation, vous ne dites pas 20 €, vous dites ça fait 255 €, un truc comme ça, parce qu'il y a une petite marge quand même, c'est pas neutre. Donc, mais sinon, vous allez dans le marché à 20 €, et dans ces cas-là, vous lui apprenez à l'utiliser. Et lui-même va savoir que finalement, il va mettre quand il se dit est-ce que je suis crevé, etc., est-ce que je dois continuer, il va s'auto-surveiller. Autrement dit, si je comprends bien, c'est-à-dire que vous lui avez appris pendant 2 jours une technique ou 2 pour aller bien dans son système, et vous lui apprenez surtout à utiliser l'autocontrôle, le Quantified Self que je propose. Et donc, c'est assez génial, c'est le retour sur investissement. Et à la fin, donc, si vous collectez toutes les informations, vous êtes capable de dire quel était le taux de stress au début. Bien sûr, dans une formation, le taux de stress est toujours important parce qu'il découvre l'univers. Mais une fois que vous avez ce taux de stress, à la fin, en principe, c'est moins bien. C'est-à-dire que vous avez un taux de stress qui est moins important. Et donc, ça veut dire que vous avez des outils de contrôle. Autrement dit, si je résume sur des outils comme les soft skills qui sont assez à la mode comme truc, l'intelligence émotionnelle, ouais, finalement, c'était bien parce que c'est intelligent puis il y a de l'émotion. Mais comment vous calculez ça? Eh bien, en fait, vous avez déjà l'outil est assez douteux. Scientifiquement, l'intelligence émotionnelle, c'est un peu compliqué. Mais ça veut dire que l'outil est douteux. Donc, quelle intelligence émotionnelle vous développez? Et puis après, comment vous le contrôlez? Autrement dit, vous voyez que sur les contenus, tout est à construire. Voilà. Et comme vous voulez faire scientifique, parce que vous voulez faire sérieux, parce que vous êtes des gens sérieux, hein, il n'y a pas de doute, hein, c'est ce qu'on m'avait dit au début. Il n'y aura que des gens sérieux. Dans ces cas-là, c'est le fait de dire il va falloir faire de la veille. Parce que vous apercevez que du jour au lendemain, il y a une découverte scientifique qui fait que le modèle de base, la science, c'est ça, c'est qu'il y a des confrontations, le modèle dépasse le modèle existant. Si vous êtes intéressé par rapport à la mémoire, vous savez que le modèle de Santiago Ramón y Cajal, qui est celui qui a créé le terme de neurone, un espagnol,
dans ces cas-là, son modèle, qui est un modèle de développement fonctionnel, dans ces cas-là, est un modèle qui est remis en cause aujourd'hui. Et donc, les Japonais ont travaillé, donc le dernier prix Nobel, enfin l'avant-dernier prix Nobel, en 2017, a fait une étude en disant non, il a tort, c'est Richard Semon qui est, dans sa façon de penser la mémoire, qui a raison. Qui a raison, qui a tort, j'en sais rien, on s'en fiche. Mais vous voyez que ce modèle-là, qui pendant plus de 100 ans a servi de base, d'un seul coup, en 2017, on dit il est remis en cause par une grosse sommité. Hein, c'est pas voilà, c'est dans Science, vous avez ça. Je crois que je vous avais mis non, mais voilà. Donc c'est Tonegawa. Dans Science, qui a sorti ça, qui a fait cette étude. Et donc, ça veut dire que tout le modèle de mémorisation, c'est pas neutre pour de la formation. C'est-à-dire le fait de se dire comment j'imprime des choses en moi et comment je les rappelle est complètement inversé. Il y a deux modèles existants, c'est Semon et Ikaral. Et Ikaral, qui avait le lead, finalement bascule de l'autre côté. Ça veut dire que si vous-même vous faites référence, il faut se tenir au courant. Et quand on dit 2017, c'est très court pour de la science. Alors peut-être que demain, on va dire, ils avaient tort. Il avait tort. Peut-être qu'on dira qu'il avait raison. Enfin, tout est bon. Peut-être que les deux avaient tort au demeurant. Mais ça veut dire que vous êtes obligé de vous tenir au courant de tout ça. Et quand vous traitez d'un contenu, surtout sur les soft skills, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière sur les soft skills, où elle est très variable et très évanescente, dans ces cas-là, il faut suivre. Donc, si vous ne mettez pas en place des outils de veille, vous passez à côté. Et moi, je vous conseille 2-3 outils de veille. C'était Scoopit, donc je vous les ai écrits, Pearl Tree et Feedly. Enfin, vous en prenez qu'un, ne vous embêtez pas. L'avantage de Scoopit et Feedly, mais aussi et de Pearl Tree, moi je préfère Pearl Tree par rapport à son ergonomie. C'est-à-dire que vous faites de la veille individuelle, vous collectez des archives, vous les mettez comme vous voulez, vous les rangez, et surtout vous pouvez regarder la veille des autres. C'est-à-dire c'est l'intelligence collective, c'est-à-dire des gens que vous aimez bien ou par hasard qui sont sur des thématiques qui vous intéressent ou vous comprenez, puisqu'il y a des gens qui rangent de façon n'importe comment, et dans ces cas, ça vous fait de l'intelligence collective. Et donc là, vous avez des outils de veille. Mais si vous ne faites pas de veille, surtout sur les soft skills, parce que ça bouge énormément, vous allez au bout d'un moment arriver en disant moi j'ai trouvé un truc complètement nouveau. Alors, ce n'est pas forcément la nouveauté, mais quand on voit, parce que c'est vrai que sur les communications non violentes, c'est les années 70, avec Marshall Rosenberg ou des choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas réinventé des trucs formidables. Quand on prend, par exemple, toutes les émotions avec les micro-signaux, c'est Paul Ekman en 71. 1971 quand même. Bon. Mais ça veut dire que ça s'est un peu enrichi, mais pas beaucoup sur les signaux. Autrement dit, vous avez, depuis 50 ans, il y a la même chose. Donc là, vous êtes calé, mais il faut chaque fois vérifier en disant peut-être que l'analyse de Paul Ekman, qui aujourd'hui a le lead en France et en Occident, finalement, demain, on va vous dire qu'il a tort. Ça veut dire que si vous gardez un produit, alors c'est pas grave, de toute façon, les gens qui sont en face de vous ne le sauront pas, mais ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui fait du fact-checking, dans ces cas-là, il va dire vous êtes à côté de la plaque. Et c'est Nature Science qui le dit. Et là, vous dites non, mais bon, c'est pas grave. Et là, vous détruisez votre autorité. Hein, ça, c'est très important. C'est avec le marketing. La dernière, comment est-ce que je me construis une autorité dans mon domaine de compétences. Hein. Mais ça sera la prochaine conférence. Donc ça veut dire qu'il faut faire de la veille, grosso modo. Avant, on avait des contenus, on était tranquille, quoi. Je veux dire, voilà. Enfin, sur les gens bien. Donc ça, c'est ce que je voulais souligner sur cette démarche-là. Donc, il faut organiser sa veille. Et donc, comment vous l'organisez? Vous allez faire des podcasts, vous suivez les conférences que C2RP propose, vous allez en choisir d'autres, vous avez des groupes sur LinkedIn, etc. Mais si vous ne l'organisez pas, c'est sûr que vous allez être obsolète. Donc, comment vous voulez vous organiser? Voilà, vous choisissez des gens que vous aimez bien, ou pas d'ailleurs, mais que vous ne connaissez pas, qui sont en France, qui sont à l'étranger. Très intéressant de voir comment les Québécois fonctionnent. Parce qu'en fait, ils ne fonctionnent pas comme nous. Les Québécois sont des Français qui parlent ce sont des Américains qui parlent français. Autrement dit, ils sont des Anglo-Saxons. Mais l'avantage, c'est qu'on a une proximité culturelle. Et donc, ça veut dire que, et l'avantage aussi, c'est qu'ils sont très preneurs de la France, ils adorent la France, et qu'en LinkedIn, ils discutent très facilement avec vous. Voilà. Donc, à vous de créer un petit groupe ou d'intégrer un groupe existant, et donc, à partir de là, développer des thèmes qui vous intéressent. Et ça vous évite de faire du boulot, hein, pour le dire un peu clairement. Donc ça vous permet de dire sur quoi je vais travailler dans ma pédagogie. Si vous ne faites pas ça, vous avez un risque d'obsolescence. Une question dessus ou on passe directement aux outils qui sont plus dans l'ordonnancement? Oui, directement les outils, puisque je crois que pour certains, c'est un petit peu, je dirais, le produit d'appel, c'est l'outil, hein, quand on a mis dans le programme les MOOC, les podcasts, la vidéo. Je pense que voilà. Et donc, alors, comme outil, on va en présenter quelques-uns. Ce qui est intéressant dans les outils, c'est toujours de réfléchir entre le 1.0 et 2.0.
1.0, ce sont ceux qui font des experts, qui aiment bien leur expertise. Ils font une conférence, ils s'enregistrent. C'est du 1.0, c'est du descendant. Vous me posez 2-3 questions, mais grosso modo, je déroule mon histoire. D'accord? Ça, c'est du 1.0. C'est ce que les experts aiment bien. Ce que les apprenants aiment bien, c'est du 2.0. C'est-à-dire qu'ils aiment bien intervenir. D'accord? Et donc, quand vous avez un outil, s'il est 1.0, il présente des choses, mais vous savez qu'il va manquer le 2.0. Et comme je vous rappelle on va rentrer dans le siècle des apprenants, dans ces cas-là, effectivement, il faut leur donner la parole. Alors, comment est-ce qu'on fait? Le premier outil qui est un peu sympa, c'est de créer c'est la vidéo. La vidéo, c'est l'outil le plus utilisé, du style MOOC. Alors, quand vous faites un MOOC, c'est que vous êtes sur des plateformes de MOOC, hein, en général. Donc, vous en avez quelques-unes. Si vous associez avec une université, vous pouvez faire FunMOOC. Sinon, vous avez des Coursera, edX ou Udemy. Vous avez MyMOOC. Voilà, vous avez des espaces comme ça où vous avez un MOOC qui est en général gratuit. Voilà, où vous mettez 5, 10 vidéos suivant leur durée sur une thématique qui est la vôtre. Voilà. Et donc, c'était pour vous montrer un peu ce qu'est un écosystème. Donc, cet écosystème-là, je vous ai parlé de Cécile Desjous. Je vous ai donné les liens sur Cécile Desjous en disant, voilà quelqu'un qui déjà fait le premier MOOC de France. Voilà, 200 000 personnes qui la suivent en France et dans le monde, parce qu'il est en langue anglaise, je crois, mais pas en espagnol, je crois, pour l'instant. Deuxième élément, elle s'est dit, une fois que j'ai ce produit d'appel, je tire mon fil et j'en fais autre chose. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un site, elle a une chaîne YouTube, elle a écrit un bouquin, et donc tout ça dans la même cohérence. C'est-à-dire, le bouquin parle de la thématique, et donc les gens qui sont dans le MOOC, en général, si on leur pousse assez tôt dans le MOOC, vous augmentez vos chances de conversion sur le MOOC qui vous dit c'est intéressant, ça me plaît, ça m'intéresserait de l'avoir. D'accord? Et donc, le but, c'est de créer des écosystèmes de ce type. Voilà. Donc, ça permet de se dire que, premier élément, quand j'ai un produit, quel est le produit qui l'entoure, quel est le produit qui vient après? On raisonne sur une relation apprenante. Et si dans ce cadre-là, je propose, par exemple, un enchaînement de vidéos, on voit bien que la vidéo, bon, ça ne sert à rien de poser des questions à la vidéo. Donc, ça veut dire que, surtout si ce ne sont pas en direct, dans ces cas-là, comment est-ce que je fais? Premier élément, je fais des vidéos. C'est hyper pratique de faire des vidéos parce que ça me permet d'avoir un produit scalable. Une fois que c'est fait, je suis tranquille. C'est-à-dire que je peux le reproduire à l'infini. Voilà. Et donc, dans mon portefeuille de produits, c'est intéressant. Mais deuxième élément, je sais que les apprenants vont dire c'est trop 1.0, ça ne me plaît pas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais développer un groupe, une communauté apprenante, un Slack, un Teams ou un WhatsApp, enfin, tout est bon. Vous avez par exemple aujourd'hui Instagram. Quand je dis aujourd'hui, c'est la semaine dernière qu'Instagram a lancé ça. Vous avez des lives et donc vous pouvez préparer des lives, vous pouvez les programmer sur Instagram. Et l'avantage, c'est que vous pouvez, dans votre live, inviter 4 personnes qui seront en visio dans le live et tous les autres suivent sur un chat traditionnel, etc. Et l'avantage, c'est que ça vous permet d'avoir une communauté et donc de pouvoir donner des supports, de pouvoir garder le lien avec eux. Voilà. Alors, si ce n'est pas Instagram, faites Telegram, enfin, tout est bon, quoi. Mais tout ça, c'est gratuit. Donc, ça veut dire que si je fais des vidéos que je présente à un moment donné, les gens, par exemple, peuvent poser des questions. Et donc, je leur dis, je fais un WhatsApp. Et dans ces cas-là, vous inscrivez. Donc, s'ils ont payé, ils ont l'inscription automatique sur WhatsApp. Ils ont l'inscription sur la vidéo. Et donc, à partir de là, une fois qu'ils ont des questions à poser en direct, ils me les posent. Et moi, en différé, parce que je ne suis pas toujours derrière mon WhatsApp, je peux répondre. Et c'est intéressant parce que finalement, je peux faire plusieurs formations en une. C'est-à-dire qu'une fois que je lance mes vidéos en même temps, puisqu'elles sont scalables, simplement, je regarde et puis suivant les questions, je réponds, j'apporte des réponses à l'ensemble du groupe. Et donc ça me permet déjà de dire, voilà, j'ai fait une pédagogie qui est 1.0, moi ça m'intéresse en tant qu'organisme de formation. On n'est pas revenu sur le contenu de la vidéo, mais par contre, je l'ai fait 2.0, donc j'interviens et je demande à l'apprenant d'intervenir. Et donc je le monte en puissance sur son engagement. D'accord? Et donc ça, il faut l'écrire. Ce n'est pas très, très compliqué de faire ça. Après, vous envoyez les liens et vous mettez ça de façon à ce que tout le monde l'ait. Donc ça, c'est des choses intéressantes en termes de pédagogie, puisque je sais que le 1.0 nécessite le 2.0. Aujourd'hui, un MOOC, c'est un peu compliqué. En général, je vous invite à faire des masterclass. Est-ce que je vous avais donné le nom de masterclass un peu sympa? Non, mais de masterclass qui permettent de dire on fait des petites vidéos, soit en complètement 1.0, et dans ces cas-là, ça dépend de la thématique, mais grosso modo, c'est des choses que vous pouvez facturer 50 € à la louche. Donc 3-4 vidéos, voilà. Donc à la fin, il faut que ça fasse 2-3 heures suivant la durée de vos vidéos, avec des liens, des choses comme ça. Mais tout ça, vous n'avez plus besoin d'intervenir. Donc les gens payent pour ça.
soit effectivement, vous mettez, et donc c'est un peu plus cher, et dans ces cas-là, vous mettez une communauté apprenante, où là, vous avez de l'interaction, etc. Donc ça, c'est les modèles qui fonctionnent. On va revenir sur les communautés apprenantes parce que c'est très important. Le podcast audio, vous avez vu que c'était ce qui était à la mode cet été, parce qu'il y a eu Clubhouse qui a explosé les résultats, donc il a surpris tout le monde. Donc, ce qui fait qu'à partir de là, on s'est aperçu qu'il y avait, grosso modo, il y a trois types de médias, 4 médias. Voilà. Il y a, dans l'ordre, la vidéo, l'audio, l'image, le texte. Et donc, ça veut dire que plus je me rapproche du texte, plus je suis sur de la réflexion, parce que l'esprit n'est pas pris par… l'attention n'est pas prise par l'image. Et plus je remonte, plus les gens s'engagent, mais moins ils réfléchissent. Quand on regarde une vidéo, c'est plus difficile de penser sur une vidéo. On réagit à une vidéo, mais on ne pense pas sur une vidéo. Et dans l'ordre, c'est ça. Vidéo, chaîne YouTube du style, podcast, donc audio, et ensuite image. On mémorise 5 fois plus avec une image qu'avec un texte. Donc, ça vaut la peine de faire un peu d'infographie. Et derrière, un texte. Et donc, ça veut dire que, après, vous choisissez, tout est bon. Si vous mettez, par exemple, une vidéo, on n'est pas à l'abri de faire une transcription pour faire le texte de la vidéo. Et donc, les gens vont pouvoir travailler sur 2 schémas. Ceux qui aiment bien travailler en lisant vont pouvoir réfléchir. Ceux qui aiment bien la vidéo vont pouvoir réfléchir là-dessus. Et donc, c'est ces éléments-là qui font la différence. Voilà. Et après, vous racontez votre histoire. Et sur les podcasts, puisque c'est la chose innovante, c'est assez intéressant aujourd'hui pour plusieurs raisons. Le podcast, vous parlez tout seul. Donc déjà, quand vous avez donc vous pouvez enregistrer n'importe où. Les streetcasts, qui sont des podcasts qu'on fait dans la rue, fonctionnent très très bien parce qu'au lieu de ça rend une certaine proximité. Il y a des gens qui font des podcasts quand ils vont au boulot. Donc on les entend, ils disent bonjour à la personne qui leur dit bonjour, etc. Et ça donne de la vie au podcast. Donc ça veut dire que le podcast permet de se rapprocher de l'expert. Alors après, vous le prenez pas, ça veut dire que l'expert descend de son expertise. Ça vous intéresse, ça vous intéresse pas, mais ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais ça veut dire que quand vous enregistrez, donc vous enregistrez des podcasts, il ne faut pas dépasser l'heure, 1 heure, sinon c'est compliqué, mais des podcasts de 50 minutes, 30 minutes, vous en faites plein, vous écrivez une ligne éditoriale de vos podcasts. Donc ça, c'est 1.0. Donc ça plaît bien. Et pour préparer une formation, etc., les gens, ils ont l'habitude de mettre leur podcast, ils allument, ils font autre chose. Quand il y a un truc qui les intéresse, ils reviennent et ils écoutent. Voilà comment est-ce qu'ils consomment du podcast, puisqu'on vient de terminer Paris Podcast Festival. Voilà les études qu'ils font sur les usages du podcast. Mais ce qui est passionnant, c'est que d'abord, ça vous permet d'avoir de la culture, de la connaissance, parce que vous entendez parler des gens sur des thématiques qui ne sont pas forcément les vôtres. Donc, il y a plein d'émissions tech, d'émissions ou format radio, par exemple, qui travaillent sur les métiers de la formation. Donc, il y a plein d'émissions. Vous aimez, vous suivez. Vous n'aimez pas, vous en prenez un autre, quelle que soit la langue, puisque c'est dans le monde entier. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, c'est intéressant. Mais vous voyez bien que si vous utilisez avec vos apprenants, vous restez sur de la connaissance. De la connaissance, c'est-à-dire de l'enseignement. Quelqu'un qui vous donne du sens sur les signes. L'enseignement. Là, ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, vous pouvez utiliser les rooms. C'est ça la grosse nouveauté avec Clubhouse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir sur Clubhouse, sur Facebook et sur Instagram, vous avez des choses comme ça. Vous avez sur Twitter aussi, avec Space. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des rooms. C'est-à-dire vous réunissez les gens avec qui vous avez envie de partager et vous leur demandez de parler. Et donc, l'avantage, c'est qu'on s'aperçoit que l'engagement est plus fort quand, effectivement, ils n'ont pas l'image. C'est-à-dire, l'image écrase un peu, faire monter en puissance l'expertise, mais écrase un peu aussi l'apprenant. L'apprenant a du mal à prendre la parole. Et donc, ça nécessite que l'animateur aille les chercher plus fortement. Tandis que quand il y a un truc qui vous surprend, vous êtes au téléphone dans ces cas-là, vous dites maintenant je ne suis pas d'accord et vous le dites avec beaucoup plus de sincérité, de violence. Et donc ça veut dire que c'est intéressant parce que ça amène le débat. Donc la room sert à ça. Et donc si vous voulez faire des podcasts, il y a un truc assez génial. Et donc c'est pour ça que je vous invite à faire. Suivez Tumult, qui est une startup qui est née l'année dernière, je crois. Tumult vous dit quand on suit un podcast, le problème c'est qu'on peut pas connaître la vie des autres. Il n'y a pas de communauté. Donc, soit vous mettez le podcast dans une communauté, un Slack, un truc comme ça, soit vous avez Tumult qui vous permet de suivre, par exemple, vous avez toutes les remarques des gens qui ont ouvert le podcast à leur rythme, mais quand on arrive à la 12e minute, vous avez toutes les commentaires des gens jusqu'à 12 minutes, mais celles qui viennent après, on ne les a pas. Donc, ça ne spolie pas la fin. Voilà. Donc, ça vous permet de garder une dynamique et c'est assez intéressant. Et donc, ils essaient de socialiser. C'est une boîte française. Donc, si ça vous intéresse et que vous utilisez les podcasts, vous inscrivez dessus. Ça permet d'utiliser cet outil qui pourra bientôt être privatif. Donc, vous pouvez le faire pour vos clients. Donc, ça, c'est intéressant de le voir. Et donc, vous voyez bien que vous rentrez dans le 2.0. Parce que c'est ça qu'il faut arriver à créer. Et donc,
pareillement, hein, quand vous utilisez, est-ce que vous utilisez les images? Est-ce que vous savez faire des images? Déjà, prendre des banques d'images pour pouvoir les utiliser, pour éviter les amendes, mais aussi, est-ce que vous savez construire des textes? Est-ce que vous savez faire des stories? On sait que la stories permet une plus forte mémorisation. Donc la question, c'est pas si vous ne savez pas le faire, c'est pas grave. Est-ce que vous savez faire un carrousel? Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que vous savez faire un Reels? Donc, en 30 secondes, dire les choses avec donc une vidéo, mais sur laquelle vous pouvez écrire. Donc, les chiffres importants de ce qui est donné, etc. C'est souvent très utilisé pour les teasers, mais pas simplement. Donc, et si vous ne savez pas le faire et que vous dites, bah, moi, je trouve ça intéressant de travailler sur l'image, les stories sont intéressants pour vous. Si vous faites de l'infographie. Et donc, petit à petit, ça va vous obliger à dire, bah, moi, je vais essayer de faire, par exemple, une vidéo, et au lieu de faire un texte derrière, parce que c'est pas ma cam, je fonctionne différemment, donc je vais travailler sur une image. C'est assez intéressant comme schéma. Et donc, vous allez avoir une pédagogie très visuelle. Et suivant ce que vous formez, bah, c'est pas neutre. Voilà. Et simplement, ça va vous demander, vous, de garder vos fondamentaux pédagogiques dans quasiment tous vos produits. Si vous utilisez la vidéo, bah, vous devez l'utiliser sur tous vos produits. D'abord parce que ça vous permet de déployer la même chose, de gagner en agilité, hein, tout simplement. Mais ça vous permet aussi, petit à petit, d'habituer l'apprenant à votre univers. Et on sait que vous êtes très vidéo. Voilà. Vous pouvez mettre du gaming, vous pouvez faire des jeux. Quelle est votre iconographie, ligne iconographique pour la boîte? Votre boîte de formation, votre service de formation. Et donc, ça, alors bien sûr, dans le cadre de la charte, hein, qui est la vôtre, si vous êtes responsable de formation, et ça, vous devez l'écrire. Et une fois que vous êtes dit, bah, nous, on est plutôt sur du jeu, sur des trucs comme ça, où on est plutôt sérieux, on n'est pas obligé de s'amuser tout le temps non plus, voilà, vous avez choisi votre ligne éditoriale, dans ces cas-là, vous la travaillez. Mais au départ, il faut faire un choix. Alors justement, il y a apparemment Christelle fait une remarque, elle utilise donc Geniali pour inclure des images interactives, des ressources vidéo, de l'infographie, des podcasts. Personnellement, je ne connais pas cet outil-là. Vous pouvez en parler un peu si vous le connaissez, Stéphane? Alors, je le connais, c'est un très bon outil. Il y a plein d'applications. Vous avez Alternative Fort, je crois, quelque chose dans le genre, qui vous donne plein d'alternatives. De toute façon, tout existe et son contraire existe. Donc, ça veut dire que l'idée, vous avez Easly qui est aussi intéressant, qui vous permet de faire des choses sympas. Tout est bon. Le seul élément, c'est que vous devez faire deux choses. On revient au départ, c'est de la veille. Quel outil vous choisissez? Voilà. Prenez des outils qui sont plutôt classiques. Moi, je vous invite à faire ça. Sur les plateformes LMS, on estime qu'il y a 450 plateformes LMS en France. Si vous utilisez une plateforme LMS, laquelle vous choisissez? Alors, prenez Léa, les débuts de la liste, quoi. Moi, mon conseil, c'est prenez Moodle. Pourquoi? Parce que ou alors des plateformes plus Talentsoft ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, vous êtes sûr qu'ils vont continuer. C'est-à-dire quand vous avez plein de petites boîtes qui sont hyper intéressantes, mais ça, vous le faites plutôt à la marge. Vous travaillez plutôt avec des grosses boîtes parce que vous savez que Moodle, parce qu'il y a une grosse communauté derrière, ça disparaîtra pas. Donc, ça veut dire travailler avec des choses classiques parce que le problème d'une boîte qui fait faillite, c'est qu'elle part avec toutes vos données. Et si vous avez l'habitude d'utiliser uniquement ce type d'outils, dans ces cas-là, comme je parlais de Tumult tout à l'heure, dans ces cas-là, Tumult démarre. Est-ce qu'ils vont réussir? On n'en sait rien. On leur souhaite, puisque c'est une start-up. Mais ça veut dire que il faut préparer ce fait de se dire, je vais faire des sauvegardes, je vais garder de part vers moi si je veux les utiliser. Mais c'est pas inintéressant à la fois d'aller vers des startups parce qu'ils vous apprennent des trucs magiques. Et puis à côté de ça, le fait de se dire, je reste quand même sur du classique quand je stocke chez moi et je garde toujours cette sécurité pour dire si demain ils font faillite, j'ai tout. De la même façon avec cette autonomie, quand vous travaillez sur les réseaux sociaux, vous utilisez LinkedIn, tout le monde a priori, quand vous utilisez LinkedIn ou d'autres, dans ces cas-là, sachez que le réseau social peut vous dire tu es dehors, tu joues plus, pour des bonnes et mauvaises raisons. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez tout misé sur LinkedIn, vous n'avez plus rien. Donc, il va vous falloir stocker ailleurs que chez LinkedIn, demander aux gens de venir, de donner leur adresse email pour que vous puissiez envoyer des newsletters pour garder le lien. Le jour où LinkedIn vous dit vous faites plus partie de la cible, c'est un peu embêtant quand même, surtout si vous commercialisez que par LinkedIn. D'accord? Donc, c'est ce travail-là d'indépendance qu'il faut écrire quand vous construisez votre projet. D'accord? Après, il y a plein d'outils. Les outils sur les choses qui sont plutôt, comment dirais-je, vous avez Canva qui est pas mal pour faire des créations. Créations qui sont en vidéo, qui sont, voilà, ou Crello qui est la même chose, mais c'est un concurrent. Voilà, c'est un peu les outils classiques où vous avez des outils où tout est déjà établi, il ne reste plus qu'à mettre les chiffres qui sont les vôtres. Donc, vous embêtez pas, vous avez aussi des outils, vous avez une main qui dessine, enfin, il y a des trucs assez sympas. Mon conseil,
Prenez un moment pour faire un laboratoire, essayer des choses, hein, et un moment où vous choisissez ce qui vous intéresse. Mais l'idée, c'est pas de tout tester parce que c'est nul, pas pour vous, parce que d'abord, vous allez apprendre des choses, mais c'est nul pour l'apprenant. C'est-à-dire, si vous le perdez en disant demain, on fait de la bande dessinée, après, on fait un truc très, très classique, après, on met des photos avec des êtres humains pour faire plus humain, moi, je ne vous comprends pas dans votre univers. Et donc, l'intérêt en pédagogie, c'est que les gens vont rentrer dans votre univers et vous allez déployer tout votre écosystème. D'accord? Et donc, pour ça, il faut créer des routines pour que les gens ils s'y retrouvent, quoi. Et si c'est brouillon chez vous, bah, posez-vous, écrivez ce que vous voulez écrire et dans ces cas-là, proposez-leur des choses. D'accord? Je crois avoir cité dans la première conférence le fait que si vous utilisez soit Amazon, soit vous utilisez lulu.com pour faire des livres, un livre, chaque bouquin vous fait une marge de 20 €. Donc, c'est pas mal, quoi. Ça veut dire que… Et si vous faites un bouquin, vous pouvez faire un test. Donc, dans ces cas-là, le test, vous le facturez en général. Quand on prend Segos Demos, il facture 30 €. Mais une fois que vous avez un test de personnalité qui est un peu construit, mais pas non plus le test trop riche, dans ces cas-là, ça coûte 30 €. Et une fois que vous l'avez programmé, vous avez pour 20 ans, quoi. Et donc, vous voyez, toute cette façon de construire, suivant les thématiques qui sont les vôtres, bien sûr. Vous pouvez faire un label en disant je crée un label qui est reconnu par rapport à ce que vous voulez qu'il soit reconnu. Prenez un open badge. Et cet open badge, les gens pourront avoir accès à cet open badge qui est juste pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait reconnaître ça à Éducation nationale ou RNCP, etc. Dans ces cas-là, vous dites ce badge-là, vous le faites 50 €, 100 €, etc. Et suivant ce que vous y mettez dedans, ce n'est pas inintéressant. Les gens sont prêts à payer, suivant la cible, bien sûr. Mais parce que ça leur donne une visibilité, une employabilité. Tout ceci, c'est ce qu'on écrit sur le parcours. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir se dire, la pédagogie, c'est l'ordonnancement. Je fais des étapes qui me rapprochent de mon objectif. Donc, qu'est-ce que je mets dans cette étape-là et se dire chaque fois, c'est ça qui est la nouveauté, se dire chaque fois, donc j'essaye d'éviter la lumière, se dire chaque fois, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a d'affectif? Qu'est-ce qu'il y a d'assez génial dans ce que je fais? Et si vous-même vous dites c'est un peu nul, imaginez l'apprenant, quoi. On prend un exemple. Vous prenez quelqu'un qui sur un domaine métier. Donc sur les soft skills, c'est plus facile de faire des trucs sympas. Mais prenez un domaine métier, c'est un peu pénible, etc. Quelqu'un qui apprend chez vous le métier. Le métier, il est calibré, voilà. Donc il faut le faire. Qu'est-ce qui peut être extraordinaire? Peut-être qu'on peut faites venir une guest dans votre formation. C'est-à-dire que vous faites venir avec le numérique. Ça coûte rien, ça se met en face. Il y en a plein qui le font gracieusement. Il y en a plein que vous pouvez payer, ça a du sens aussi. C'est pas mal si vous le payez de lui demander les droits à l'image pour l'enregistrer chez vous. Vous faites une petite bibliothèque des gens talentueux et prenez un des meilleurs dans votre domaine. Lui, il reste chez lui, il se met derrière son ordinateur et dans ces cas-là, vous l'enregistrez. Quand vous en avez 1, 2, 3, ça commence à devenir sérieux. Quand vous faites une filière sur des gens qui sont dans un métier les plus pointus, la personne qui est en face, vous lui envoyez un lien Teams ou Zoom, ça prend pas, en termes de logistique, ça ne demande rien, mais ça veut dire que derrière, vous capitalisez. Quand vous arrivez à 10, ça devient pas mal quand même. 10 personnalités sur ce domaine-là. À côté de ça, les autres organismes de formation, ils n'ont pas ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Juste, vous dites, qu'est-ce qui pourrait faire vibrer les gens pour leur donner l'envie sur un métier particulier, leur dire, on peut être fier de ce métier-là. Vous prenez des personnalités inspirantes. Outre le fait que ça vous étoffe votre réseau, en tout cas, c'est des gens que vous pouvez utiliser sur des thématiques qui sont particulières en France, mais n'hésitez pas, sous réserve de la langue, de dire, je vais prendre quelqu'un, les Vietnamiens parlent un peu français, donc prenez quelqu'un du Vietnam et qui vous explique comment l'Asie fonctionne dans votre domaine. Comment est-ce que les Québécois fonctionnent? Et là, vous avez un exotisme, c'est-à-dire vous avez des gens qui viennent chez vous apprendre dans un domaine, et puis finalement, vous les faites voyager dans le monde entier. Et c'est pas inintéressant de voir les écarts qu'il peut avoir. Ça permet de se redonner une légitimité. Mais imaginez le plaisir de quelqu'un qui apprend en rencontrant quelqu'un qui est un grand patron, un CIO, etc., qui accepte d'expliquer ce qu'il fait, comment est-ce qu'il le fait. Il va l'accepter une fois, mais ça veut dire que ça va être extraordinaire pour vous. Et surtout pour l'apprenant, qui va se dire, oui, là on s'est pas fichu de moi, quoi. Autrement dit, voyez bien que dans la démarche, il y a la logique du savoir que vous allez ordonnancer, mais le savoir, vous allez donner votre saveur. Et cette saveur-là, vous dites, en quoi est-ce que c'est extraordinaire? En quoi ça sort de l'ordinaire? Et quand vous faites des choses extraordinaires, vous voyez bien que vous facilitez la vie de l'animateur qui, lui, va dire, vous vous rendez compte que là, vous rencontrez le grand patron de ceci. Si vous êtes dans des succursales, des choses comme ça, vous pouvez prendre le grand patron qui va prendre une demi-heure, vous dites, vous pouvez lui poser toutes les questions. Si c'est le schéma que vous avez choisi. Dans ces cas-là, posez des questions au grand patron déjà que j'ai vu, il m'a parlé ou je l'ai écouté, moi, j'ai pas osé. Voilà. Mais j'étais là. Et donc, vous avez créé un événement. Autrement dit, vous avez créé de la motivation. Autrement dit, vous avez créé de l'émotion. Tout ça, c'est la même racine. Et donc, tout ça, ça s'écrit. C'est ce qu'on appelle les pédagogies affectives.
Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut faire des jeux. Mais il ne faut pas faire des jeux parce que les gens s'ennuient, qu'il faut les occuper. Il faut faire des jeux parce que vous captez l'attention. Mais ce qui est intéressant dans le jeu, c'est quand vous expliquez le jeu, à quoi vous sert le jeu dans votre pédagogie. Et là, vous avez quelque chose de puissant. Et quand les gens, Damasio l'a montré, s'amusent et collectivement, ils apprennent beaucoup plus, ils apprennent plus que ce que vous voulez leur faire apprendre, plus vite et plus longtemps. Et c'est pour ça qu'on essaie de formater comme ça. Et ça, on peut le faire même en numérique. Et ça, le numérique, quand vous prenez une guest, il ne va pas venir traverser toute la France pour passer une demi-heure chez vous, quoi. Il a un métier, quoi. Alors qu'en numérique, on peut le faire. On peut faire des Word Café. Vous voyez, ces techniques qui consistent à redonner des petits groupes qui petit à petit s'agrègent, des tables apprenantes, enfin tout est bon. Mais ça veut dire que ça, on peut le faire en numérique. On peut le faire. Donc des gens qui ne se retrouvent pas ensemble, mais qui pendant 1 heure, en général, un Word Café, ça prend 2 heures, 2 heures, 3 heures à animer. Mais ça veut dire qu'ils vont travailler. Les gens sont extraordinaires. Ils donnent beaucoup, beaucoup. Et pour démarrer un cursus ou un cycle, c'est magique. Vous ne pouvez pas faire mieux. Vous avez 3 heures, mettez au début le grand patron qui vient s'exprimer pendant 10 minutes. Voilà, c'est bien. Et après, vous mettez un Word Café. Tout le monde est rentré dans votre univers. Voilà. Autrement dit, si derrière le Word Café, vous ne mettez pas derrière une table en lisant des PowerPoint et que vous leur redonnez la parole, ça y est, on est rentré dans une formation 2.0. Moi, en tant qu'animateur, je dois me préparer parce qu'ils me donnent des trucs qui sont ni organisés. Et donc, moi, je dois être capable d'être agile en termes d'animation et donc d'être capable de garder mon fil avec des trucs bizarres qu'on me donne. Mais quand on est capable d'organiser ça, les gens, à la fin, ils vont dire « c'était comme ça ». On a appris énormément de choses. Alors que peut-être que l'animateur n'a rien dit. Il a juste animé. Il a laissé des autres s'exprimer sur du coaching collectif, vous voyez. Un coaching collectif aujourd'hui en formation, ça fait partie de la formation aussi. Dans ces cas-là, les gens se disent « c'était génial, j'ai beaucoup appris avec ce mec ». Alors qu'en fait, il n'a rien fait. Il a posé des questions, il a laissé les autres parler. Si on reste que sur du contenu. Bah, finalement, et ça s'appelle la pédagogie. Et donc ça, il faut vous écrire une histoire qui soit votre histoire. D'accord. Peut-être… Juste oui. Régine, alors je profite de ce petit temps. Régine qui demande quel est le titre de Damasio conseillé en 2021. Il faut taper Google Damasio livre 2021. Merci, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était sentir, ressentir, etc. C'est tout le travail de… Ce qui n'est pas inintéressant. On peut lire Spinoza avait raison, l'erreur de Descartes, des choses comme ça, la conscience de soi. Vous pouvez aussi regarder sur Temna. J'ai démarré… Sur Temna, j'ai une série qui est pas mal. Enfin, qui est pas mal. C'est moi qui l'ai fait, donc je le trouve bien. Mais c'est 100 livres de la formation qu'il faut avoir lu. Et donc, j'explique les 100 livres, mais en 300 mots. Voilà. Et donc, le premier livre, c'est celui de Damasio sur l'auto-organisation. Et donc, un peu la place de l'émotion. Et donc, n'hésitez pas à regarder cette série. Là, pour l'instant, je crois qu'on en est à Platon. Donc, j'ai fait un truc un peu historique. Mais c'est très intéressant parce que j'essaye d'expliquer ce qui est bien, vous donner des citations. Et puis après, vous êtes d'accord, pas d'accord, vous faites votre choix. Vous avez raison de ne pas être d'accord. Mais en tout cas, vous avez une cohérence. Et puis, ça vous évite de lire les bouquins. Et ça vous pose bien des problèmes qui aujourd'hui se reposent. Et derrière, ça fait plutôt classe quand vous mettez Damasio, qui est quand même le neuroscientifique des émotions. C'est celui qui a vulgarisé les émotions dans le monde. En France, on a Lionel Nakache avec le Nouvel Inconscient. Mais bon, ça reste français par rapport à une star mondiale. Donc voilà. Mais j'ai plus le titre du livre, je suis désolé. Sentir et savoir. Merci. Voilà, il y avait des mots qui correspondaient. Il y avait le et sentir. Voilà. Christelle est venue à notre rescousse. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, donc c'est assez intéressant et le livre est assez accessible. Voilà. Dernier point sur les communautés apprenantes. Ce qui est intéressant sur les communautés apprenantes, c'est que si on les réunit tous dans une salle, ça ne fait pas une communauté. Pour avoir une communauté, il faut un commun. Alors en général, ceux qui viennent en formation avec vous, voilà. Et puis il faut un animateur. Parce que c'est pas parce que vous les mettez tous ensemble qu'ils vont se parler, quoi. Voilà. Et il y en a bien un qui va dire quelque chose au début, mais après, chacun s'en va. Donc, ça veut dire, et l'animateur, vous devez travailler avec lui pour qu'il puisse construire il construit 2 choses. Ses routines, puisque ce sont des communautés apprenantes, c'est-à-dire que c'est de la formation. Ce n'est pas des communautés d'information où il se passe des trucs, etc. Il y a un peu d'événementiel. Mais la communauté apprenante, je sais que je veux qu'il apprenne ça, ça et ça. Voilà. Et donc, on identifie les objectifs pédagogiques et donc après, on tire le fil en disant pendant une semaine, pendant un mois, pendant le temps que vous voulez, vous l'animez. Et donc, vous avez des temps qui sont construits, la pédagogie, et donc vous créez 2 choses. Premièrement, les routines. Parce que beaucoup de personnes disent on fait des communautés apprenantes, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ils n'ont rien fait, quoi. Il faut écrire un programme, donc on fait des routines.
Donc, tous les combien, toutes les semaines, on met quelque chose, une vidéo, un texte, une vidéo, voilà, le mardi, le jeudi, souvent, c'est les jours qui fonctionnent, ça dépend du public qui est le vôtre, tout est bon. Il y en a qui travaillent plus volontiers dans le week-end parce qu'ils prennent ça et puis ils le bossent dessus. Voilà, choisissez ce que vous voulez, tout est bon. Il faut essayer, après vous voyez ce qui marche. Donc ça, vous créez des routines. Donc ça, c'est le premier élément. Donc vous créez la routine sur l'ensemble. Si par exemple, vous faites une communauté apprenante sur 1 an, prenez une communauté des formateurs, des organismes de formation, ce qui n'est pas absurde. Voilà, je dis ça, je dis rien, hein. Mais une communauté. Donc vous venez tous parce que vous dites Sylvie est sympa. Puis après, vous dites bon, elle est sympa, mais voilà, parce que s'il ne se passe rien, au bout d'un moment, vous allez vous ennuyer comme tout le monde, quoi. Vous avez autre chose à faire, quoi. Donc ça veut dire que, par contre, si Sylvie, elle commence à se dire, je prends des thématiques que je présente, par exemple, sur de la veille sur des trucs hyper intéressants, sur les formateurs numériques, des choses extraordinaires qui ont été faites par Samsung au CES. Donc, elle explique ça, elle vous dit en quoi c'est génial. Bah, ça vous évite du boulot. Déjà, Sylvie, elle fait le travail pour vous. Et au bout d'un moment, ce qui me plaît bien, c'est pas ce qu'elle dit Sylvie, où elle tire son fil, mais elle demande à tout le monde, toi, t'en penses quoi, t'en penses quoi, t'en penses quoi? Et les gens donnent leur avis en disant c'est nul, ça sert à rien, je suis complètement contre. Ah, moi, je trouve ça génial, voilà. Et on amène le débat. Et donc, Sylvie, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle anime au sens premier. Elle donne de l'avis à une information qui reste une information morte que vous pourriez récupérer sur n'importe quel. Mais premier élément, est-ce que vous faites le boulot de veille? Oui, non. Et deuxième élément, bah, est-ce que vous avez la réaction de vos camarades? La réponse, c'est non. Là, vous aimez bien Sylvie, vous aimez bien le groupe, il y a bien des gens dans le groupe que vous aimez bien, et à partir de là, vous créez cette animation. Et ce qui va faire la force de cette communauté, bah, c'est qu'il se passe des choses toutes les semaines, par exemple, et donc il faut une régularité, et donc cette régularité fait que les gens viennent. Et quand ils ne sont pas là, bah, ils se disent, est-ce qu'il y a un replay? Voilà. Mais si je n'ai pas créé la routine, bah, il n'y a pas de routine. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de replay. Je ne savais même pas qu'il y avait une conférence. Voilà. Et donc, la clé, c'est de créer de la routine. Donc, ça, c'est la première réussite. Et donc, il faut écrire la routine sur toute l'année si vous travaillez sur une communauté sur une année. Voilà. Et donc, ça veut dire pourquoi est-ce que je fais sur une année? Parce que l'erreur, c'est de dire il y a une chose qui pousse l'autre. Donc, ça veut dire que ça vient comme ça vient au bout d'un moment. Et donc, vous perdez un peu la ligne éditoriale de votre communauté. La ligne pédagogique, vous les amenez où? Voilà. Donc, c'est ça qui manque. Et quand je ne sais pas quoi mettre dedans, bah, c'est simple, demandez aux gens. Vous dites, par exemple, donc vous créez un événement, vous dites aujourd'hui, chacun vient avec une idée d'un truc qu'il a chopé, qu'il trouve intéressant. On partage des pratiques ensemble, des groupes de parole. Moi, j'ai rien à dire parce que je n'ai pas bossé, donc ça, c'est plus pratique. Donc, Sylvie ne travaille pas, mais tout le monde vient parce que c'est Sylvie, premier élément. Et deuxième élément, parce que derrière, moi, je veux savoir ce que les autres disent. Lui, je l'aime bien, ou lui, non pas trop, mais bon, lui, je l'aime bien. Et donc, finalement, le j'aime pas, c'est ce qui va faire l'apprentissage. Hein, c'est le neurone miroir, on fonctionne. Mais pour ça, il faut bien un lieu pour protéger la parole. Et ça, c'est le travail des routines sur les communautés apprenantes. Donc, ça, c'est le premier point. J'avais dit qu'il y avait deux, donc pour faire un peu cohérent, parce qu'après on dit tiens, il a oublié son point, je suis un peu déçu par la formation, etc. L'idée, c'est quoi? C'est que, comme dans un couple, quand on mange des pâtes tous les mardis, ou des raviolis tous les mardis, c'est ça, ravioli, mardi, c'est ravioli. Quand on prend des raviolis tous les mardis, à la fin, les raviolis, c'est un peu complexe. Il n'y a pas de souci, hein, on aime toujours les raviolis, mais tous les mardis, c'est un peu pénible. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'événement. Il faut qu'il se passe quelque chose d'un peu original. Voilà. Eh bien, dans une relation professionnelle, c'est pareil. Quand on s'ennuie, que c'est toujours la même chose, finalement, on s'ennuie. Voilà. Donc, il faut réenchanter ça. Et là, on crée des événements. Tous les mois, tous les 2 mois, etc. Un événement, ça peut être un groupe de parole collectif. On fait venir un grand patron qui vous fait travailler sur un truc. On fait venir quelque chose. Il faut que ce soit extraordinaire. Autrement dit, étymologiquement parlant, que ça sorte de l'ordinaire. Prenez un Québécois qui vient, vous avez plein de gens comme ça. Moi, je suis président de l'AFEN, donc c'est l'association des responsables de formation. Vous avez le président de RPQF, qui est l'association des responsables de formation au Québec. Donc, il est très friand, il met en place des conférences comme ça, parce qu'il vient de lancer le truc, je trouve ça très intéressant. Il sort de ses frontières, en fait. Voilà, c'est ça qui est nouveau pour lui. Et donc, ça veut dire que vous dites, moi, le Québec, je ne connais pas, mais ça me plaît bien, c'est un peu un exotisme. Faites-le venir, il vous présente des organismes de formation, qu'est-ce qui fonctionne. Donc, lui, il connaît son univers, il vous occupe. Et vous dites, maintenant, je connais un Québécois. Et comme les Québécois sont les Français sont des latins, ils font 15 ans pour faire un truc, sauf que les Québécois, ils posent les choses, c'est oui, c'est non, on avance, quoi. Hein, c'est plus des anglo-saxons, hein, comme on dit. Donc, ça veut dire qu'après, vous aimez bien, si le Québec vous plaît bien, vous dites pourquoi je n'irais pas travailler, surtout si je fais du numérique. Ma masterclass que je fais en France, dans ma région, pourquoi je n'irais pas la vendre là-bas?
Il suffit juste de le mettre sur une plateforme qui soit accessible. Peut-être qu'eux peuvent m'aider. Ils peuvent m'expliquer le marché, comment ça fonctionne. Peut-être que c'est un marché beaucoup plus ouvert que le nôtre. Donc, à ce moment-là, ils vous servent de lien, quitte à faire à charge de revanche. Et on trouve, voilà, est-ce que ça a du sens pour vous? Vous voyez, sur ces outils de pédagogie, vous faites venir ou vous faites juste venir pour le plaisir, et vous faites venir une personnalité, et dans ces cas, les gens se disent, ben là, j'ai rencontré quand même le patron de l'association des responsables de formation au Québec. Donc, ce n'est pas neutre pour les gens que vous avez en face de vous. Donc, comment est-ce que les gens deviennent des stars? Au Québec, il y a des stars dans la formation. Il n'y a pas de stars en formation en France, pour plein de raisons historiques, à tort, mais peut-être que ça sera notre devenir, peut-être que ça sera vous, la star. Donc, c'est intéressant de se dire comment les gens gagnent des millions, mais vraiment des millions, en faisant les trucs que je fais moi, Roger. On reste sur la. Pourquoi lui il en gagne et pas moi? Voilà, posons-le comme ça. Et dans ces cas-là, interrogez-le. La personne ne connaît peut-être pas bien le marché français, vous dites je suis prêt à travailler avec vous sur. Voilà, mais en tout cas, venez, je vous présente. Et donc, vous lui posez ces questions, c'est quoi votre secret? Et donc, si vous avez des potes qui sont en organisme de formation, si vous avez des apprenants qui vont être formateurs, c'est génial de voir comment est-ce qu'ils font le show. C'est pas du tout c'est la conception américaine. Hein. Eux, ils font vraiment le show. Et donc, dans ces cas-là, ils ont des schémas qui sont très bien. Mais ce qu'ils font, c'est passionnant et on peut le faire en France. Il faut retirer un peu ce côté toujours je souris avec des dents blanches et des trucs comme ça, ce qui souvent sont un peu pénibles sur certains pays. Mais ça veut dire que vous reprenez la même chose, vous mettez un peu votre culture à vous. Mais ça veut dire que si ça marche chez eux, en ajustant un peu, ça devrait marcher en France. Et donc, vous démarrez des choses comme ça. Et vous voyez que finalement, il y a des opportunités qui se dessinent. Voilà. Et ça, ça veut dire que c'est un Teams. Hein. D'accord? Et vous l'avez écrit parce que vous dites, qu'est-ce que je veux faire d'extraordinaire dedans? Vous dites, j'ai rien d'extraordinaire à faire. Vous trouvez des prétextes. Vous dites, à Noël, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Christmas Day. Donc, c'est un jour à Noël. Quoi. Quand vous n'avez rien à dire, dites-le en anglais. Ça fait plus classe. Christmas Day. Alors là, ouais. Et puis, vous dites, qu'est-ce qu'on pourrait faire à Noël? Un truc, on se fait des cadeaux. Et là, vous avez créé une émulation. Vous faites un challenge. Le Christmas Challenge. Ouais, donc après, il faut trouver une idée quand même sur le créer, parce qu'à bout d'un moment, ils vont vous poser la question, les gens, qu'est-ce que c'est que ce challenge? Mais si vous avez créé une bonne dynamique, les gens vont dire c'est génial. Vous essayez de sauver une planète, sauver quelqu'un de gentil, ou des gens qui sont voilà. Vous essayez de trouver des trucs qui ont du sens pour vous par rapport au contenu de votre formation, ou tout simplement vous expliquez que les gens vont aller rencontrer vous faites du dating, vous rencontrez des chefs d'entreprise, vous en prenez 3-4 dans votre région, ou des responsables de formation de votre région. Dans ces cas-là, ils viennent et ils vous disent voilà ce que je pense de votre formation. C'est génial de faire un truc comme ça. Chacun vient pitcher, donc vous les préparez en amont, et là vous faites le Christmas Day, Saint-Valentin Day, voilà, vous mettez tout ce que vous voulez, début de l'année, fin de l'année, milieu de l'année, Halloween. Qu'est-ce qui nous fait peur à nous, les organismes de formation? Voilà, donc, et à ce moment-là, vous voyez, des choses extraordinaires sur toute l'année. Donc, c'est pas très compliqué, simplement, il faut l'écrire. Et quand vous l'avez l'année suivante, faites CTRL-C, CTRL-V, il n'y a pas un truc intelligent. Changez l'intervenant, ou pas d'ailleurs. Et dans ces cas-là, et vous avez, il se passe des trucs chez vous. Et comme il se passe des trucs, moi, ça me plaît. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est de capter l'attention et de la garder. Cette fidélisation, ça s'écrit. Avec votre style, vous êtes un peu taquin, vous êtes très taquin d'ailleurs, ou trop taquin d'ailleurs, ou vous dites, moi je suis nul, je sais pas faire ça. Très bien. Faites intervieweur. Voilà, vous faites sur les podcasts, vous dites je suis nul, je sais pas, je suis pas trop sûr de moi. Bon, ouais, ça arrive. Bon, pour un formateur, quand même, ça craint un peu. Mais disons, mettons ça de côté, vous êtes chef des formateurs, donc vous n'êtes pas obligé d'être formateur. Vous interrogez toutes les bonnes personnalités, des personnalités inspirantes en France. Vous en faites ça tous les mois, ça fait quand même, c'est pas mal. Ça fait rencontrer 10 belles personnalités dans l'année. C'est assez magique comme truc. On n'est pas à l'abri qu'on fasse un petit billet avec un peu de business, mais ça veut dire que même si en dehors de tout ça, vous rencontrez 10 personnalités inspirantes. Si vous travaillez sur des domaines comme les soft skills, par exemple, interroger 10 personnalités, c'est magique. Les gens qui vous suivent, vous leur donnez les liens. Dans ces cas, vous dites que vous allez pouvoir rencontrer des belles personnes. Alors, bien sûr, ils ne peuvent pas participer parce que c'est asynchrone, mais dans ces cas-là, vous leur proposez un bon produit. Vous avez une promesse produit qui est à la hauteur. Et année après année, si vous en faites 10, après, intuitivement, il y en aura 20 et 30. Mais vous imaginez 30 personnalités sur une thématique, vous avez fait le tour de la planète, quoi, je veux dire. Et là, c'est juste une interview, vidéo, audio, comme vous voulez, écrit, tout est bon. Et dans ces cas-là, et après, vous pouvez dire, moi, quand elle a parlé, moi, ça m'a ému, et vous expliquez pourquoi. Vous faites donc un suivi. Et dans ces cas-là, si vous avez une communauté apprenante, vous en parlez, vous faites le débriefing avec eux, en disant, moi, c'est ça que j'ai adoré chez lui, etc. Et vous, qu'est-ce qui vous a plu? Et tac, les gens vont commencer à parler, etc. Et donc, vous les habituez à être dans le collectif. Vous voyez, c'est ça. Et ça s'écrit. Comme tous les exercices, on ne se dit pas, tiens, d'un seul coup, là, on va faire un quiz. Quand vous êtes en présentiel, on dit maintenant c'est l'heure du quiz. Tout ça, vous l'avez écrit tranquillement, ce qui vous paraît intelligent. Et l'avantage du numérique, c'est que si ça ne marche pas, vous le changez. Le quiz, c'est nul, les gens ils n'aiment pas, etc. C'est un peu enfermant. C'est vrai qu'on peut faire des nuages de mots, on peut faire des choses différemment.
tout est bon. Et dans ces cas-là, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Et petit à petit, on va bouger un peu les frontières jusqu'à ce qu'on arrive à un produit qui soit à peu près calé. Et dans ces cas-là, vous vérifiez qu'il soit toujours avec le marché, mais finalement, vous le réinventez et à la fin, vous le mettez sur étagère, votre étagère, et vous le vendez s'il n'y a pas de présentiel ou s'il n'y a pas de synchrone. Mais regardez, faites un présentiel. Pourquoi pas proposer 10 heures de formation avant le présentiel? Des trucs que vous avez enregistrés, des vidéos. 10 heures, disons 7 heures, ça fait une journée de plus. Donc, ça veut dire qu'à partir… Ça ne vous coûte rien parce que vous l'avez déjà fait. Et dans ces cas-là, vous le mettez en ligne. Si vous prenez, par exemple, des formations que vous faites sur Teams, vous prévenez bien sûr tous les intervenants. Vous les filmez. Dans ces cas-là, vous mettez ça ensuite, vous les mettez ça sur étagère. Dans ces cas-là, vous avez la même formation. Quand vous n'arrivez pas à faire un groupe suffisant, s'il vous faut 5 personnes, 6 personnes pour faire un groupe, là, vous avez une personne qui dit « moi, j'aimerais bien ». Bon, ça ne correspond pas à vos dates. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, tu n'as qu'à suivre la formation, elle est toute inscrite avec des liens, avec des visuels, des choses comme ça. Mais vous le connectez, d'abord il paye, vous envoyez le lien, et dans ces cas-là, il suit la même formation à son rythme. Et dans ces cas-là, ça vous permet de démultiplier, de faire de la scalabilité, comme on dit, votre formation. Avant de faire une formation management, pourquoi pas avoir tous les basiques, toute la théorie, tous les mots techniques, etc. Donc, vous faites des jeux avec les mots. C'est-à-dire que vous organisez des vidéos, vous donnez un mot, on donne la définition, vous voyez, et vous mettez tout ça en forme sur une plateforme, c'est calé, vous dites les 5 minutes jeu de mots, voilà, c'est comme ça que je l'appelle, jeu de mots. Donc, vous travaillez sur les mots et les gens doivent tourner avec des petites définitions. On sait que la répétition, c'est ce qui fait l'apprentissage, donc surtout sur la connaissance. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, il faut le faire répéter en moyenne 5 fois. Donc, vous amusez avec des mots, vous faites tourner, et donc les gens, vous leur dites, on vous demande 5 minutes, et donc, vous allez mémoriser et à la fin, vous les saurez. Quand vous venez en formation, vous connaissez vos mots. Pareillement, vous utilisez, j'allais, je crois, citer, mais j'en suis pas sûr, donc What's a German, qui était pour WhatsApp, German, c'est pour allemand. Hein. Je ne suis pas très, très bon dans les langues sur la démarche. Mais voilà, donc c'est comment est-ce que j'apprends les 300 mots de base pour des migrants qui ne connaissent pas l'allemand. Eh bien, ils ont fait ça avec WhatsApp. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il leur envoyait un mot, l'autre donnait la définition, ils envoyaient le mot, ils donnaient la définition. Et au début, bon, c'était un peu pénible, donc il leur envoyait la solution, mais après, les gens apprenaient, et ils apprenaient à écrire. Et donc, ce qui veut dire que les gens ont appris 300 mots. Bon, ils sont partis quand même de Turquie pour aller jusqu'en Allemagne, donc ils ont eu du temps, mais ça veut dire qu'ils ont appris. Et donc, c'est assez… Et on s'aperçoit que neurologiquement parlant, cette façon de proposer, non pas toujours à la même heure, mais à des heures très différentes, une pédagogie, c'est la meilleure façon d'apprendre. L'erreur eût été de les mettre dans une même salle, leur dire on a une journée pour apprendre 300 mots, voilà. Et là, ça aurait été très difficile, donc il aurait fallu faire des jeux de rôle pour susciter de l'émotion, mais en termes de mémoire, c'est très difficile. Il fallait segmenter, et donc que le numérique peut le faire. Alors WhatsApp, c'est pas mal, ou Messenger, enfin tout est bon, mais ça veut dire que, et vous poussez des mots, vous faites automatiquement, bien sûr, ne vous embêtez pas, mais ça veut dire que, et c'est comme ça qu'ils apprennent le mieux. Et donc ça veut dire qu'on fait du blended, c'est-à-dire qu'on fait du présentiel, et on associe ça avec du numérique. Et on n'est pas à l'abri de faire que du tout numérique qui complète mon blended, qui complète mon tout présentiel. Et on s'aperçoit à ce moment-là que 72% des organismes de formation aujourd'hui, 75% pardon, des organismes de formation se disent je vais garder un volet numérique. Avant le confinement, ils étaient 72% qui ne faisaient pas de numérique. Du tout. Aujourd'hui, ils se disent à la limite, je m'enregistre, je le mets un peu propre avec un jingle, un truc comme ça, pourquoi pas le facturer? C'est pas aussi bien que moi. Mais à la limite, ça peut ouvrir des perspectives pour des gens qui ne viendraient pas me voir. Vous voyez? Donc, et c'est complémentaire. Les gens qui veulent vous revoir, le replay, on se dit pourquoi pas facturer le replay? Si les gens disent, bon, alors évidemment, ils savent bien, donc ce n'est pas le même prix, mais pour vous, ça ne vous coûte rien, de toute façon, c'est du numérique. C'est ça qui est intéressant. Et ça, ce n'est pas dire, ah oui, c'est bien, je vais le faire. Non, il faut vous poser tranquillement, vous faites votre écosystème apprenant, vous n'allez pas tout prendre, sinon ça va devenir brouillon, puis ça va rien. Vous voyez ce que vous pouvez faire, vous voyez ce que vous pouvez industrialiser. Vous voyez le rythme de vos programmes. Vous dites, par exemple, on fait un cursus sur… Alors, management, c'est ce qui se fait le mieux, parce que tout le monde en fait un peu. Donc, faites management. Si ce n'est pas votre cœur de métier et que ça vous embête un peu, pourquoi pas laisser ça à du tout numérique, avec des choses bien écrites, sympas, etc., bien fait, mais vous embêtez pas. Et puis, à côté de ça, vous vous spécialisez sur la partie qui vous intéresse vraiment. Vous utilisez du théâtre pour faire de l'improvisation, etc. Après, vous pouvez prendre des vidéos, comment poser sa voix, vous voyez, tous ces éléments-là qui peuvent avoir du sens. Les gens, vous leur dites, si vous venez en formation, on vous apprend plein de choses. Si vous voulez un peu plus, soit vous avez un deuxième niveau, mais ça sera dans 6 mois, parce que vous avez un agenda, soit vous dites, on peut vous faire un cursus avec des vidéos, des masterclass, pour vous spécialiser sur des domaines qui vous intéressent. Vous êtes fait filmer, vous ou quelqu'un que vous connaissez qui est un expert dans le domaine, et il vous montre comment est-ce qu'on fait.
Mettez un graphique, un truc comme ça, un peu de visuel, un peu un texte derrière, des références, des liens, c'est calé. Voilà. Et après, c'est vendu. Et ça marche bien. Parce que ça veut dire que vous redonnez la liberté à l'apprenant de se dire, j'apprends comme je veux. D'accord? Est-ce qu'il n'y aurait pas des questions des fois? Alors, non, pas de questions, Stéphane. Donc, vous allez pouvoir conclure, parce qu'il nous reste quelques minutes. Exactement. Alors, bon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est soit vous n'avez pas d'amis, et là, c'est ballot. Des ERP et C2RP est là pour vous aider. Donc, si vous êtes en recherche d'amis, n'hésitez pas. Sylvie. Voilà. Donc, c'est le premier élément. Donc, il faut trouver des amis parce que c'est mieux. Hein. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième élément, quand on a trouvé des amis, donc, qu'est-ce qu'on fait avec eux? L'idée, c'est de se dire que c'est pas mal de se poser. Donc, des gens avec qui on est sécure. Souvent, prenez pas des gens qui font le même boulot que vous avec vos mêmes clients, quoi. Voilà. Sauf si c'est bon, parce qu'on sait très bien qu'au bout d'un moment, on l'aime bien, mais on sait qu'on est un peu en concurrence. Donc, prenez des gens des secteurs très séparés, ce qui permet peut-être de créer un collectif, d'ailleurs, ça a du sens. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des collectifs qui apparaissent et tirez vos fils. Écrivez votre histoire. Ça prend 3 heures, hein, c'est pas mettre 15 ans. Enfin, après, vous allez dans des endroits un peu magiques. Si vous avez passé ça en note de frais, c'est pas mal. Ça vous permet déjà d'avoir des endroits magiques si vous ne trouvez rien. En 2-3 heures, vous choisissez les produits que vous avez. Et derrière, vous tirez votre fil qui fait pédagogie, mais qui fait aussi monétisation. Donc ça, on le verra sur la prochaine conférence. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, sur le gros hacking, il y a une émission dont je ne me rappelle plus si… Oui, Grossmaker. Grossmaker, c'était créé en 2017. Ils ont… bon, ils font du gros hacking, c'est du marketing, hein, grosso modo. Donc, classique, enfin, des trucs sympas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut se faire connaître et reconnaître? Ils ont choisi comme ils étaient 2 ou 3 à le faire, donc ils ont choisi de créer des podcasts. Et chacun a animé un podcast. Et toutes les semaines, ils font un podcast. Donc, si vous reprenez Grossmaker sur leur site, ils vous montreront les podcasts. Après, vous pouvez aller sur les plateformes pour les avoir. C'est pas mal fait, parce que pour vous, ça peut être hyper intéressant. Pour la raison suivante. Au départ, ils interrogent des gens qui sont sur la partie… au départ, ils n'en faisaient qu'un. Mais comme ça marchait bien, ils invitent des gens. Donc, ils invitent leurs clients. Déjà, on s'aperçoit que comment mes clients fonctionnent dans le domaine. Est-ce que la formation que j'ai faite est une formation qui est intéressante? Oui, non, parfois. Et donc, petit à petit, donc chacun s'est réparti les rôles. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, ils interrogent des gens de l'extérieur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils gardent le podcast. Et ce podcast qui est gardé, au bout d'un mois, ils le mettent dans leur formation. Et comme ils le font toutes les semaines, grosso modo, quand on retire les vacances, ça fait une 40aine de podcasts par an. C'est sur une thématique. Ils en ont 3, vous imaginez. Donc, on est pratiquement à 150 podcasts par an. C'est énorme. Bon, il faut être 3, hein, parce que sinon, si c'est le même qui s'y colle, au bout d'un moment… bon. Mais si vous le faites toutes les semaines, ce n'est pas très compliqué quand vous avez compris comment ça marche. Pareil sur une chaîne YouTube. Donc, vous faites l'interview, vous industrialisez. Il faut raisonner toujours en très grand. Donc, quand vous industrialisez, vous stockez. Si vous en faites 40 par an, vous imaginez quand vous faites une formation, vous faites votre formation classique et vous donnez 40 liens d'entreprise par an. Et donc, si vous faites ça depuis 2-3 ans, ça vous fait que vous dépassez les 100, 200. C'est encyclopédique. Donc, cette capacité à capitaliser est énorme, mais vous n'avez pas capitalisé dans tous les sens. Vous allez organiser ça, c'est ça la pédagogie. Et derrière, si vous faites un MOOC, mettez tous les liens. Si vous faites une masterclass, mettez tous les liens. Mettez pas tous parce que ça fait beaucoup, mais vous en mettez ceux qui sont pertinents. Et donc, ça veut dire petit à petit, vous développez des vrais produits de formation. Autrement dit, l'avantage, tout est recyclable, mais il faut être capable de se poser. Et quand on se pose à plusieurs, l'avantage, c'est le brainstorming. Hein. C'est-à-dire quand l'autre il a une idée, c'est pas son idée qui est intéressante, mais c'est le fait que ça me permet de rebondir et de casser mon fil pour aller ailleurs. Et donc, cette façon de gérer ou de faire une formation, on fait des ateliers ensemble. Mais quand on est sur il vaut mieux choisir vous-même les gens que vous aimez bien parce qu'il faut… il y a toujours une réserve à donner des solutions personnelles. Si j'ai un truc, je me dis c'est génial. Si je le dis, l'autre, il va le faire. Donc, à un moment, je dis non, je vais le garder pour moi, ça va être mieux. Donc, gardez des gens qui sont… voilà, ou aller sur des programmes… C2RP vous propose des accompagnements pour la digitalisation pour dire qu'est-ce que moi je fais de spécifique, qu'est-ce que moi je fais que les autres ne font pas, et les autres ne peuvent pas tout faire. Et au bout d'un moment, je prends mon sillon et je le trace. Si au début, pendant 2-3 heures, il faut être créatif, et bien ensuite, il faut être quelqu'un qui n'ait aucune créativité. On applique, on suit. On écrit tout ce qu'on va faire et on le fait. La force du numérique, c'est de le faire. Et de réfléchir sur de l'industrialisation. C'est-à-dire comment je le fais en très grande quantité. Et quand j'ai de la très grande quantité, je sais que cette très grande quantité, je vais la mettre en forme pour faire de la formation, quels que soient les masterclass, etc., tous les éléments comme ça. Et derrière ça, je vais le monétiser. Autrement dit, vous voyez bien, la pédagogie,
c'est intéressant parce que c'est ce qui va vous permettre de vendre avec les gens qui vont venir, mais les gens qui vont venir en vente vont vous aider à faire de la pédagogie. Et ce qui est le premier argument de vente, alors on peut trouver des mots, on crée un univers, on fait semblant, quoi. On fait genre, comme disent les jeunes, mais ça veut dire que le premier argument de vente, c'est est-ce que votre formation est une belle formation? Est-ce que c'est une formation qui est une aventure humaine? Est-ce qu'à la fin, moi, j'ai envie d'apprendre quand c'est vous qui parlez? Et si la réponse est oui, c'est que la formation s'est bien passée. Et comme le produit est le premier argument de vente, à un moment, le bouche à oreille se fait. Et comme vous avez été malin, vous êtes venu à la prochaine conférence, on va vous expliquer comment organiser ça et faire un positionnement, même si c'est pas au bout d'un moment, vous le faites vous-même, mais votre façon de le faire, même si quelqu'un faisait la même chose, c'est-à-dire je fais des interviews sur YouTube, sur des choses comme ça, au bout d'un moment, je ne pose pas les mêmes questions que vous. Je n'ai pas la même énergie que vous. Vous n'avez pas la même que moi. Et moi, j'ai donc créé mon univers spécifique. Et si je choisis mes codes couleurs, mes façons de faire, mon écosystème, je les suis tous sur LinkedIn, sur Instagram, on fait un groupe, tout est bon. Simplement, j'ai écrit ça proprement, ce qui fait que, et je ne demande pas aux gens ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils veulent être plutôt, je le fais moi, et à partir de là, je raconte mon histoire, et les gens viennent, et c'est là où ce que je disais au début avec les pots de confiture, c'est qu'à un moment, faites votre boulot, c'est-à-dire écrivez votre histoire qui soit une belle histoire. Après, peut-être qu'il faut la rajuster parce qu'il n'y a que vous qui la trouvez belle. Dans ces cas, c'est qu'il y a un truc qui ne marche pas. Peut-être que vous ne savez pas la vendre. Ça, c'est autre chose. Mais si votre histoire est belle, à un moment, vous allez voir sur les réseaux sociaux, vous allez prendre de la place. Et donc, si vous apercevez que vous ne savez pas vendre en B2B, ça veut dire peut-être c'est en B2C. Il y a des choses assez intéressantes à faire et beaucoup d'argent à faire aussi en B2C parce que ce n'est pas votre univers, vous ne savez pas faire. Si vous êtes sur des appels d'offres, par exemple, votre créativité, on s'en tape un peu, quoi. Je veux dire, il faut être assez franc parce que l'appel d'offres, c'est un peu carré, il faut rentrer dans la boîte, etc. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, si vous ne savez pas faire, vous dites, je ne vais pas choisir ça parce que ça va être pénible pour moi. Ou alors, vous dites, je ne sais pas faire, vraiment, c'est le truc pénible. Moi, je suis un créatif, j'ai plein de talents, etc., mais pas celui-là. Dans ces cas-là, prenez quelqu'un qui vous accompagne, qui peut être au départ un stagiaire, mais peut-être demain un salarié. Et au bout d'un moment, vous allez vous apercevoir comment font les grands. Ils mettent une flopée de salariés qui ne comprennent pas forcément les contenus, mais qui savent répondre à des appels d'offres. Voilà. Et donc, si vous en trouvez un, il vous fait tous les appels d'offres sur lesquels vous êtes à peu près compétent. Il y en a bien un ou deux qui vont percuter. Donc, déjà, vous couvrez son salaire. On peut espérer quand même que c'est un peu plus parce que sinon, c'est modeste. Mais ça veut dire que petit à petit, vous arrivez à développer ça. Vous apercevez qu'un stagiaire qui, au départ, qui est formaté à ça, vous apercevez qu'au final, c'est ce qu'on appelle le copywriting, des choses de ce type, qui savent écrire les choses, dans ces cas-là, qui savent rentrer surtout dans les cases. Dans l'administration, il faut rentrer dans les cases. Une fois que vous avez ça, il vous fait un chiffre d'affaires de fou. Et vous, par contre, après, il faut faire du produit. Et votre produit, vous le faites parce que vous êtes bon. Mais au départ, pour rentrer, même si vous êtes excellent, en France, c'est un marché de cooptation. Donc, ça veut dire que c'est pas si vous êtes très bon, on s'en fiche. C'est vous êtes très bon, est-ce que vous rentrez dans mes bases? Est-ce que vous êtes capable que quelqu'un se présente, vous présente? Est-ce que quelqu'un parle de vous? Et donc, il va parler de vous parce que j'ai suivi la formation, je trouve ça génial. Et vos ambassadeurs, c'est qui? Ce sont les apprenants. Et qu'est-ce que je fais de mes apprenants? Je leur dis, si vous êtes intéressé, si vous avez bien aimé, si vous m'avez bien aimé, on peut personnaliser. Dans ces cas, venez me voir sur LinkedIn. Enfin, si vous êtes sur LinkedIn, des choses comme ça. Mais quand vous êtes sur LinkedIn, si vous faites des trucs de daube, au bout d'un moment, laissez tomber, je m'en vais, quoi. S'il ne se passe rien sur LinkedIn, je mets des trucs sans intérêt pour eux. Si je n'ai pas une animation dessus, je n'ai pas fait le boulot. Et on s'aperçoit que cette écriture-là doit présenter une cohérence. Pourquoi? Parce que l'apprenant est devenu roi. Et donc, ça veut dire que l'apprenant, il ne va pas prendre 15 ans pour dire il faut que je comprenne du pourquoi, du comment, laisser tomber, quoi. Donc, il faut être un peu ergonomique. Et l'apprenant, quand il rentre, il se dit c'est hyper sympa, j'adore le mec. Après, je vois, il fait des visuels, des trucs comme ça. Alors, ça peut être, soit vous aimez, s'aimer beaucoup, c'est quand même un peu bizarre, mais disons que vous êtes ce qu'on appelle une star sur votre propre produit. Si c'est vous l'animateur principal, vous filmez un peu comme Martine à la plage, etc. Donc, vous expliquez des choses, faites des événements, prenez des captures d'écran, vous mettez des messages, vous mettez des trucs comme ça pour montrer que vous êtes surpris, faites des gifs, voilà. Et ça veut dire que vous travaillez sur la starification de votre personne. Soit vous prenez un jeune, il y a plein de jeunes dans le numérique qui sont doués, et donc petit à petit, vous commencez à avoir une communauté parce que vous êtes quelqu'un de sérieux, et c'est avec ça que j'aimerais terminer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, parce qu'on a vu les prix de ce qu'ils gagnent, qui gagnent beaucoup d'argent sans avoir de compétences propres. Vous-même, vous avez de l'expérience, de la compétence, peut-être des diplômes, etc. En tout cas, vous avez une légitimité. Si vous-même, vous explorez là où les autres n'ont pas cette compétence, mais ils ont réussi à trouver leur place, regardez comment est-ce qu'ils la trouvent, travaillez avec ça. Et dans ces cas-là, vous allez avoir de nouveaux marchés pour justement développer ce que vous aimez faire. Et vous allez devenir riche. Donc ça, c'est bien, quoi. On termine à nouveau sur comment devenir riche. Hein. Oui, c'est le rêve de chacun. Noël s'approche, c'est complexe. Hein.
Merci Stéphane. Alors juste Merci une beaucoup. question, il y a Catherine qui aimerait avoir l'endroit où se trouvent les 100 livres de formation qu'il faut avoir lus. C'est sur quel site? Alors, sur le site de Temna. D'accord, donc Alors, le site de votre entreprise. exactement, temna.fr. Je développe, inscrivez-vous sur la newsletter parce que je l'envoie toutes les semaines. Je vais faire ça à partir de la semaine prochaine. Et l'avantage, c'est que je vous envoie du snack content, ce qu'on appelle du nuggets learning, c'est-à-dire des petits contenus, d'où les 300 mots, d'où 200 mots, 50 mots, de façon à vous donner des matériaux que vous lisez très rapidement en diagonale. Après, vous prenez pas, vous les stockez quelque part si vous voulez, ou vous regardez sur le site, de toute façon, il n'y a pas besoin de s'embêter. Mais ça veut dire et aujourd'hui, je crois qu'on est au 7e livre, parce que je fais toutes les semaines, je mets un livre. Donc, enfin, c'est parce que je n'ai pas tout écrit pour l'instant, pour une raison très simple, mais c'est aussi parce que justement, je veux créer ces routines-là. Et comme je trouvais que ça n'existait pas, ça vaut la peine de le suivre. Ça vous donne une culture avec un angle, chaque fois que je veux un peu taquin, mais d'abord avec du sérieux. C'est tout ce qui est tenu, on touche à des choses très fortes sur le domaine qu'il faut savoir ou pas. Et j'essaie de trouver des angles que moi, je trouve légitimes. Et j'explique en quoi sur des choses qui vous permettent d'associer formation et développement personnel. Ok. Merci beaucoup Stéphane. Donc pour terminer, donc je vous donne donc je vous montre les sources numériques que Stéphane a utilisées donc pour faire cette conférence. Donc vous allez recevoir le support donc de cette conférence qui n'est qu'un support, qui n'est que la présentation du C2RP plus les sources numériques donc qui s'affichent à l'écran. Voilà, donc vous pourrez aller cliquer. Vous aurez également à l'issue de ce webinaire le replay, la possibilité donc de revoir le replay, et vous allez également recevoir un questionnaire de satisfaction pour nous indiquer bien évidemment ce qui vous avait plu ou déplu. Voilà, donc si vous voulez rester en contact avec le C2RP, donc la chaîne YouTube, le replay du 23 septembre d'ailleurs est déjà en place sur notre chaîne, les C2 Actus, la newsletter du C2RP, l'offre de formation, voilà, les adresses habituelles. Merci pour votre participation. Juste une dernière chose aussi, si vous avez des questions, vous pouvez le faire. Vous avez là une adresse donc professionnalisation@c2rp.fr qui vous permet donc de nous poser des questions. Si vous en avez encore, n'hésitez vraiment pas, on prendra un temps pour y répondre. Et juste une dernière information, donc pour vous dire que la région Hauts-de-France fait un appel à candidature pour tous les organismes de formation qui souhaitent, c'est chouette aussi, qui souhaitent se moderniser aussi bien donc sur leur approche et réfléchir un temps aussi sur leur stratégie. Donc ça reprend, c'est totalement en écho avec ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est-à-dire prendre le temps d'envisager les choses et ensuite les mettre en place et avec un temps de créativité et ensuite un temps pour créer de la routine. En tout cas, c'est ce que je retiens, Stéphane, de cet échange. Alors, juste un feedback, Stéphane. Donc, un grand merci. Merci beaucoup. Très intéressant. Voilà. Donc, ça fait du bien aussi merci à toutes voir ce feedback. Et tous. Voilà. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et à bientôt donc, pour la prochaine conférence, peut-être donc sur le marketing de l'offre qui sera le 24 novembre. Voilà. Bon après-midi à tous. Au revoir. On reste quelques minutes pour répondre à des questions.